Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et de Jean-Nicolas Boucher et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, je vais parler plus fort parce qu'il paraît que tu baisses pas assez le volume de la musique quand on part l'épisode. Ah, je m'excuse, c'est très possible. J'ai pas les écouteurs quand je fais le montage. Mais tu me dis, c'est Bonjour, bon, Q. puis moi, je ne parlerai pas plus fort. Je vais utiliser ma voix mielleuse. Ouais, mais toi, ta voix transperce les nuages. Il n'y a pas de problème avec ça. Les c'est pas un nuages. problème. Oh, oui, t'as une belle grosse voix mielleuse. La là. pluie de mes paroles glissera sur le dos. Ah, ben, je verrai plus jamais la pluie qui me tombe à pleine face de la même façon. Hein. D'abord que c'est de la pluie qui te tombe en pleine face, c'est tout ce qu'on a. Ouais, mais si j'en ai qui est fait couler, là. Et ça me fait penser à Coming to America. Éjaculaire d'Amérique. Hey, on va parler un peu de beaucoup de choses ce soir. D'abord, on va avoir un invité. Je vais vous le faire découvrir tout à l'heure concernant un projet Kickstarter. Ça va rester avec nous autres. Ça va être vraiment intéressant. Ça vaut la peine, je pense. Ça va être un beau moment qu'on va passer avec lui. On va tout vous expliquer ça. Et grâce à nous, vous serez 30$ plus pauvres. Normalement. Ah, mais 30$ pour un beau projet, c'est pas 30$ plus pauvre, c'est 30$ plus riche. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. On va parler de Coming to America, donc le nouveau film sur Prime qui est sorti vendredi dernier. Superman and Lois aussi a 2 épisodes maintenant qui ont été diffusés. On l'a écouté. On en reparle tantôt. The Last Ronin aussi, donc le 2e numéro de Teenage Mutant Ninja Turtle. Et on va terminer ça avec Wanda. Wanda, 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 Wanda. Et cette superbe et succulente finale. Ah, j'ai assez hâte de parler de Mephisto, là. Et que dire de Richards et des Fantastic Four? De cette apparition d'un personnage du MCU qui serait équivalent à Luke Skywalker. Hey! Quelle petite déception! Oh! Patrick on Stewart, reparle tu tantôt, pointais on en à la parle fin? tantôt. Oh non, il était pas là. Hey, on en reparle tantôt, mais tout ce qu'il y a de bon et de mauvais dans le fandom s'est manifesté dans WandaVision et je pense que c'est ça qu'il va falloir retenir de cette expérience-là. Je pense qu'il y a du monde qui ont été blessés et qui vont devoir revoir leur façon d'agir sur Internet parce qu'il y en a qui ont été foutument déçus, là. Et on en reparlera tout à l'heure. Hey, commençons avec Coming to America. On savait qu'il y avait en préparation donc Un Prince à New York, le 2e, film culte des années 80, fin des années 80 avec Eddie Murphy. Ça faisait longtemps qu'il y avait des pourparlers. Finalement, ça devait sortir en salle. Puis là, c'est Amazon Prime qui a eu le deal finalement. Alan, je me trompe pas trop quand je dis ça. Non, exactement. La pandémie a un petit peu retardé la sortie du film. Puis vu que le film allait faire, tu sais, je pense que Amazon a fait, ton film va faire à peu près ça. Ben, c'est ça. Vas-y, puis écoute. Nous autres, on te donne ce que ton film aurait fait, tout simplement, voilà. Moi, j'ai passé un agréable moment. C'est sorti en surprise le jeudi au lieu de sortir le vendredi. Dès que j'ai vu que c'était disponible, moi et ma conjointe, on est allé se le taper. Je craignais un La Cloche et l'Idiot 2. On n'était pas là, mais on n'est pas non plus dans un grand classique, là. Ouais, moi, le vendredi soir, je l'ai écouté 2 fois de fil. Ça va, Alan? Ben, c'est parce que je l'ai écouté parce que je voulais l'écouter en 4K sur ma TV, puis après, je l'ai réécouté sur Discord avec la gang de Benoît, OK. là, des Mystérieux Étonnants. Parce que je me demandais s'il y avait de quoi que tu n'avais pas compris, là. Quand j'ai fini mon film, le générique descendait, j'ai parti mon Discord, puis les autres commençaient le générique du début. J'ai fait, OK, ouais, j'ai vraiment un timing, je vais l'écouter 2 fois de fil. Moi, j'ai passé un excellent moment quand je l'ai loué parce que j'ai réécouté Coming to America tout de suite avant. Mais Ouais. le bon moment s'est arrêté là. Parce qu'après, il y avait Coming to America 2. Qu'est-ce qu'on peut dire? Écoute, le problème souvent de ces suites-là, c'est qu'ils prennent en compte que ça fait 30 ans qu'on n'a pas vu le premier, alors qu'on a tous un peu le réflexe que tu as, Jean-Nic, des fois, de réécouter le premier. Donc, de se faire remémorer des vieilles blagues, puis que la réaction soit « Oh mon Dieu, comme dans le premier », a plutôt tourné comme « Ah, ben oui, mais c'est parce que je l'ai vu il y a genre 1 semaine ou 2 semaines, puis OK, mais pourquoi tu me le refais? Réécoutez pas le premier avant. Laissez-vous surprendre parce que c'est un défaut du film. Ils ont refait littéralement tous les gags du film dans le 2e. Mais c'est pas le seul à faire ça, là. Beaucoup Il y de en a suites de plusieurs qui ont comédies fait qui ont fait ça, là. Reprendre les jokes dans différents contextes. Tu sais, moi, quand je vous dis que j'ai passé un bon moment, c'est que j'ai pas arrêté le film, puis j'ai pas dit à ma blonde, hey, on arrête tout ça. Tu sais, je l'ai écouté jusqu'à la fin, j'ai ri à quelques reprises, mais. Puis, tu sais, l'histoire. Moi, le problème que j'ai eu, c'est qu'il y avait trop d'histoires en même temps. Tu sais, t'as l'histoire de son fils, t'as l'histoire de ses filles,
T'as l'histoire de lui par rapport à son père. T'as l'histoire de la famille de son fils. T'as l'histoire à New York. T'as l'histoire dans son pays. Il y avait beaucoup. C'était très, 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 très condensé. On dirait qu'il y avait un thinking de série télé dans un film. Là. Oui. Puis tellement là, que ça s'appelle Coming to America, puis il y a 5 minutes du film qui se passe en Amérique. Ouais, ça, c'est l'autre affaire. Ils vont 2 fois à New York, là. Mais non, mais tu sais, le film visuellement, il est beau. Sérieusement, ça m'a surpris comment ça a été tourné, puis tout. Puis tu sais, c'est vraiment clean. Eddie Murphy, il est vraiment génial. Wesley Snipes, on va en parler tantôt, il était vraiment sa coche. Mais le plus gros problème que j'ai vu dans ce film-là, c'est même pas que l'humour était pas drôle ou qu'il était pas le fun. C'est que, Jean-Nic t'a dit que tu avais réécouté le premier juste avant. Si on se rappelle du premier, c'est que c'est pratiquement une série de sketchs, le premier film. Mm-hmm. C'est un paquet de jokes, c'est à peu près, c'est comme un Elvis Gratton, là. C'est des sketchs collés qui donnent un film au complet. Puis quand tu arrives à la fin du premier film, où ça devient sérieux, puis qu'il veut vraiment pogner la fille puis se marier avec, tu as comme un 25 minutes qui décroche de l'humour, qui devient sérieux, puis qui raconte l'histoire. Puis tu décroches un peu dans ce film-là à partir de ce moment-là un peu, parce que c'est plus drôle pendant 20 minutes en ligne. Et le problème de Coming to America, c'est que ils ont pris les bouts de sketch d'humour qui fonctionnent, mais les bouts d'histoire qui sont sérieux sont entremêlés à travers ces sketchs-là et de durée inégale. C'est que des fois, tu as des bouts de 5 minutes où c'est full drôle. Tu vas partir sur 18 minutes où tu n'as plus de joke, où ça va parler de l'importance dans une monarchie qui est patriarcale, qu'à un moment donné, que la femme peut prendre le dessus, c'est juste normal, surtout de nos jours. Là, après, ça va faire d'une couple de jokes. Ça va repartir sur 10 minutes d'un autre sujet qui est ultra sérieux puis qui va raconter l'histoire. 3 jokes. Puis, à un moment donné, c'est parce que tu n'es pas capable de pogner le beat du film. C'est que le film, il est sérieux, drôle, mais pas égal. Et les deux sont jamais mélangés ensemble. Mais tu disais que c'est un beau film. OK. Que dire du CGI de marde qu'ils ont utilisé, par contre? Là? Le lion, là. Ah, mais t'as pas d'argent, t'as pas d'argent, là. Hey, le lion, l'éléphant, le de-age qu'on a fait pour le retour en... Ne chiale pas contre le lion. Si on n'avait pas la scène du lion, sa fille, là, qui est littéralement un des personnages les plus importants du film, aura à peu près 1 minute et demie de présence à l'écran. Une chance qu'on avait la scène où les deux se parlent avant le lion. Et ça, c'est le maudit problème. Il y a 3 filles. Peux-tu me nommer le nom de celle du milieu et genre à quoi elle sert? Comme la plus petite. Ils ont de l'air drôle. On sent que ces personnages-là ont une raison d'être, des personnalités, quelque chose à apporter à l'histoire, et ils sont éclipsés. On dirait qu'il y a 3 scénarios qui ont été mis ensemble pour raconter cette histoire-là. Non, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de stock, je trouve. Ben, tu sais, c'est comme Wesley Snipes avec sa famille. Tu sais, son fils, on l'a vu 15 secondes. Pourtant, son fils avait l'air d'un gros loser. Il arrêtait pas d'avoir allé, là. Mais parlons-en de Wesley Snipes. Moi, ça, c'est ma révélation du film. Ce personnage-là, je prendrais un film sur lui. Là. Je prendrais un spin-off. Je prendrais une série TV de 8 épisodes de 30 minutes. Ah, il est incroyable. À chaque fois qu'il est là, chaque fois qu'il arrive avec sa démarche, avec les... Parce que, si on prend qu'est-ce que c'est Coming to America, c'est que tout est dans ce royaume-là, tout est sur la musique et tout le monde danse tout le temps. Et donc, Wesley Snipes, qui est un général, pourtant, qui est supposé être hyper militarisé et très dangereux, ben lui, il rentre toujours avec sa grosse musique rap, mais il est toujours en train de danser. Il marche sur le côté en dansant. Il a du swag. C'est incroyable. Il n'a même pas de l'air dangereux. Il a l'air d'un film. C'est quand même... Tu sais, c'est des sujets qui sont sérieux, là. Tu sais, les pays militarisés, les pays pauvres militarisés, là. Tu sais, je veux dire, ça existe, là. Puis de le voir comme une espèce de voisin un peu épais, là, un Flanders, pas un Flanders, mais un idiot, là. Puis il arrive là, puis... Crème, c'est quand même sérieux, là. Je veux dire, c'est pas... Il est supposé être dangereux, mais il l'est pas pantoute. Quand il fait la lecture aux enfants, là, puis bon, on va prendre un break et aller jouer avec vos kalachnikovs, vos grenades. C'est trash, là. Ah, c'est trash! Il y avait ce côté-là dans le premier film aussi, très abrasif. C'est drôle, ça va quand même assez loin dans les jokes sexuels puis tout. Mais le 2 a gardé ça au niveau de la violence. Les moments qui fonctionnent dans le deuxième fonctionnent. Puis, tu sais, oui, Wesley Snipes vole les scènes, mais Eddie Murphy est super fort. Puis, pourquoi on le voit plus, Eddie Murphy? Il est genre revenu là, 1 an ou 2 là, avec My Name is Dynamite, là, qui était comme un biopic sur un acteur puis un réalisateur noir américain super cool. Mais, genre, on le voit vraiment plus. Ouais, mais c'était pas un acteur facile, hein? Puis c'était pas, tu sais, son passage à Saturday Night Live, ça a fait beaucoup de flamèches. Puis c'était un gars qui, après Pluto Nash, là, rappelle-toi de ça, là, ça a pas été facile. Il s'est brûlé. Ah, il s'est brûlé pas mal.
sais, Coming to America, c'était, le premier, c'est John Ennis qui l'a réalisé, mais c'était son histoire à lui. Puis, tu sais, je pense qu'il y avait beaucoup de présence dans ses films. Puis ça m'a rappelé ce que j'aimais moins de lui aussi. Puis heureusement, il n'y en a pas trop dans Coming to America. Plus tu avances dans la carrière d'Eddie Murphy, plus il joue plein de personnages. Ah, Naughty le professeur. Ouais, exactement. Norbit. Et ça, il fait de plus en plus. Il le faisait un petit peu dans Coming to America. C'est là que ça a commencé. Puis plus ça avance, plus il y en a. Puis je me suis rendu compte que j'aimais pas ça quand j'avais 10 ans. Puis j'aime encore moins ça aujourd'hui. Ben, c'est ce qui m'a tapé ses nerfs. Il y en a pas beaucoup dans Coming Mais il y en a to America. Il y en a qu'on a ramené. Mais il y en a qui en ont ramené qui n'auraient pas été obligés. Tu sais, Sexy Chocolate, là. Ah, mais là, Ah, c'est juste le clin d'œil. Mais j'ai beaucoup aimé qu'ils ont dit on est obligé de se marier avec un gars qui a l'air d'un violeur de femme plus qu'une autre chose. Le révérend. Le révérend, tu croches. Mais non, mais par exemple, au niveau des personnages, Arsenio Hall, là, son baba, je voulais savoir que c'était lui. Oui, effectivement. C'est lui qui fait le Rafiki. Le Rafiki, là, ouais. Ouais, c'est Arsenio Hall, puis ça ressemble pas à tout. Non, mais lui, il a toujours. Écoute, il en a fait plusieurs dans ce film-là, là, lui aussi. Là. Mais, tu sais, comment je pourrais dire ça? Moi, Leslie Jones, je suis pas un fan non plus. Elle est à Saturday Night Live depuis quelques années, puis c'est pas ma préférée. Elle fait juste crier, puis ça finit par me tomber ses nerfs. Puis, tu sais, c'est pas différent dans ce film-là. Elle fait juste crier. C'est comme. Ça m'agresse un peu. Je ne suis pas un grand fan de cette actrice-là. Fait que quand j'ai vu qu'elle était là-dedans, j'ai fait comme OK, ouais, OK. Ouais, Tracy Morgan, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Il n'y avait pas eu un accident, lui, un stroke ou quelque chose. Là. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. J'étais content de le revoir là, dans le rôle de l'oncle, un peu épais. Mais tu sais, gars, ça, tu vois, c'est un autre personnage underdeveloped. Là, tu le sais qu'il est drôle, il y a sûrement de quoi, mais tu le vois que très peu. Arc, là. Il s'ostine avec Hakim, finalement, il devient ami avec, mais tu sais, c'est comme tellement traité bizarre, puis rien que dans des scènes à gauche puis à droite. Il y avait beaucoup d'histoires pour le temps qui était disponible à ce film-là. Mais, outre mesure, moi, j'ai passé un maudit bon moment pareil. C'est une comédie qui est le fun. On s'entend que ça fait du bien parce qu'il y en sort presque plus de comédie au cinéma, puis ça fait que je pense que ça fait juste du bien. C'est vrai. Fut un temps, on parlait des années 90 cette semaine sur notre groupe interne. Fut un temps là, où les comédies étaient roi et maître au cinéma. Oui, parce que ça rapportait de l'argent, mais ça coûtait pas cher à faire. Mais maintenant, une comédie, ça coûte cher à faire, puis ça rapporte pas une scène. Donc, c'est parce qu'au prix que ça coûte aller au cinéma, tu y vas plus voir des comédies. Hey, l'année que... Qu'ils ont décidé de sortir les comédies en direct sur Netflix et autres, ben, ils ont signé Adam Sandler, puis c'est lui qui en a sorti pendant 3 ans, puis ça a donné le résultat que c'est là. La comédie est morte. Je pense que la comédie est morte après Folie de graduation. Moi, dans ma tête à moi, personnellement, là, c'est mort après ça. Ouais, quand on est devenu... non, après 41, encore plus saut, qui a créé le style de comédie grossière. Puis après, tout le monde a sorti des comédies en étant ultra grossier, en disant vagin, pénis très souvent. Ben, c'est devenu le seul référent de tout le monde aussi. Hein. Ben après, ça s'est écroulé après là, le style d'humour parce que l'humour subtil est mort pour devenir de l'humour grossier et malheureusement, c'est pas quelque chose qui vieillit bien dans le temps. Parce que en humour, le principe premier, c'est les référents. Puis, tu sais, faire des comédies comme on faisait, des parodies de grands films, tu peux plus faire ça aujourd'hui parce que c'est pas vrai que tout le monde l'a vu. Tu peux plus faire non plus de tu sais, il y a beaucoup de styles d'humour. Alors, quel est le seul lien commun avec tout le monde à cette heure? Le cul, les relations interpersonnelles. C'est le seul grand référent qui reste. Puis ce flambeau-là du cinéma de comédie a comme été repris par l'horreur un peu. C'est des films qui coûtent pas cher à faire et qui rapportent beaucoup. Exact. Mais bref, disponible sur Amazon Prime. Hey, je vais y aller, moi, avec la révélation de cette semaine. Je ne voulais absolument pas écouter Superman and Lois. Je déteste le CW. Tu y allais tout le temps avec une autre. À toi, fait que tu nous demandais. C'était comment... Pensais-tu que je peux l'écouter même si je n'ai pas vu les autres? Je déteste l'univers du CW. J'aime pas ça. Moi, je me suis fait prendre avec Smallville dans le temps. Ça a duré 9 putains de saisons. Ça a été moi, ce que j'appelle de l'agace série. Là. Il y a un petit peu de Superman, il n'y en a pas. Il y a un petit peu de Superman, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je me suis fait faire ça pendant 9 ans. Là. Plus capable. J'ai les nipples sensibles à cette heure sur les séries. J'ai encore mes coffrets, puis j'ai encore c'est awesome, Smallville. J'ai check là. Smallville, 3 saisons. Les 3 premières. Après ça, là... Plus capable. Ah non, pas les 3 dernières. J'ai décroché. Dans les 3 dernières, il y a de certains des meilleurs épisodes. Puis ça devenait un peu plus que
Arrow allait finalement faire une couple d'années plus tard, mais c'est pas facile. Bref, c'est un univers que j'aime pas beaucoup. J'aime pas ça. J'ai essayé, vous m'avez fait écouter Crisis on Infinite Earth, j'ai trouvé ça cheap. C'était bon, les histoires étaient là, puis je comprends les arguments que, tu sais, ils n'ont pas les budgets de cinéma et autres, mais là, je me suis dit, OK, Superman and Lois. Je trouve qu'ils ont mal fait leur sortie parce que c'est ce que les super-héros auraient dû être à la télé depuis le début, là. Ben, c'est parce que, d'ailleurs, tu viens de parler du problème, tu sais, c'est parce que tu as parlé de CW, tu as dit souvent CW, tu as parlé de leurs problèmes. Tu sais, même moi, après Arrow, là, ça fait 3 ans que j'ai lâché de Flash parce que la façon qu'ils dirigent leur show, souvent, c'est que tu as plus l'impression qu'ils dirigent un agenda d'inclusion qu'une série TV. C'est que, tu sais, c'est parce que tu n'es plus capable de suivre une histoire normale sans qu'il incorpore des trucs. Moi, personnellement, je respecte beaucoup ça, sauf que je le sens trop dans leur show, puis ça a fini par me tomber ses nerfs, c'est que je décroche, c'est que tu sais, tu suis plus une série sur The Flash, tu suis une série sur tous les problèmes de société qui entourent The Flash, puis lui, il court une fois de temps en temps. Ça a été le même problème avec Supergirl, où à un moment donné, tu suivais Supergirl, puis à un moment donné, c'est devenu des problèmes sociétals avec quelqu'un qui vole dans le milieu, mais la personne qui vole, elle sert peu à rien, là, donc... c'est que, puis c'est ça, la CW, c'est toujours dingue que tu écoutes Riverdale, ça va toujours tomber là-dedans aussi. Ça fait des années qu'ils sont là-dedans. Puis Et là, Smallville, dans le temps, c'était très adolescent aussi. Ça a toujours été des séries qui étaient très portées vers le public adolescent, là. Oui, effectivement, sauf que là, c'est très adolescent. Plus, ils vont chercher justement les sujets qui touchent aux adolescents. Ça fait que peut-être que pour moi, qui est en train de sauter sa quarantaine puis qui est sur le bord de devenir un vieux mononcle chialeux, là, ça fait un bout de temps que je suis, je sais déjà. J'allais le dire, mais c'est correct. OK, c'est que là, tu fais comme, OK, là, on va se lancer encore dans CW. Tu fais comme. Puis, quand tu checkes les publicités partout, il y a toujours le petit logo CW qui passe. Que tu commences Superman Lois. Le CW est très discret, tu le vois pratiquement pas. Première image qui apparaît, tu fais comme Chris, il n'y a pas de couleur. On dirait du DCU, là, de l'univers des films. Et la première séquence avec Superman qui arrive, qui est très sombre aussi, puis ce qui se passe avec les réacteurs nucléaires, tu fais comme. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, ça a été mal vendu, possiblement. C'est parce que c'était encore signé avec CW, mais c'est un foutu show de HBO Max. On est complètement ailleurs. Ne serait-ce que la séquence d'ouverture. D'abord, on touche à un moment de la vie de Superman qui a été très peu touché. T'sais, on a touché tout ce qui était d'origine, tous ses premiers pas à Metropolis. On a touché à ce qui était Kingdom Come, tout ce qui était à la fin de sa vie, tout ce qui était univers dystopique. Mais sa quarantaine, là, tu sais, le moment où il y a la position dans laquelle on l'a mis dans ce show-là, père de 2 enfants, dans un retour à la Terre, puis tu sais, tu parlais de société, mais ça, c'est des problèmes de société dont on parle jamais à TV. Les gens qui quittent la vie rurale pour s'en aller en urbaine, puis qui la mort tranquillement pas vite de nos campagnes. Tu sais, c'est des sujets que c'est très politique, c'est très... Mais on n'en entend jamais parler, tu sais. On n'entend jamais parler de ça, de la mort des campagnes. Puis moi, ce que j'ai trouvé génial, ce qui me faisait peur au début, là, puis tu sais, le côté woke, mettons, de CW, moi, je l'apprécie. Je suis plus jeune de cœur qu'Alan, mais tu sais, c'est vrai qu'ils mettent un peu trop la pédale là-dessus. Moi, ce qui me gosse, c'est que c'est écrit pour des adolescents. Fait que souvent, ça parle justement de sujets qui les rejoignent un peu plus. C'est des réalités qui te parlent un peu moins quand tu es rendu plus vieux dans la vie. Là, on a une série de Superman là, qui parle de régler l'hypothèque de ses parents, puis justement, comme tu dis, de la désurbanisation. Puis, je me disais, c'est cool qu'ils prennent cet angle-là, mais la série s'appelle Superman and Lois. Puis là, je me disais, ça sera pas rien qu'un show de Superman. Pourquoi ils ont pris la peine de mettre le nom de Lois? Puis là, dans le premier épisode, il y a comme, oui, l'élément familial est là, mais je me disais, qu'est-ce que Lois va apporter? Puis là, ben, tu sais, il y a des miettes qui sont là dans le deuxième épisode, on le voit un peu plus, puis j'étais content. J'étais là, OK, il va avoir, tu sais, son rôle d'enquête. Tu sais, Lois, c'est une journaliste, puis, tu sais, elle va se joindre à cette communauté-là, puis elle va travailler comme une enquête. Juste revenir sur la séquence dont je te parlais, là. C'est de toute beauté, là. La référence à Action Comic numéro 1 quand il sauve la personne à Metropolis avec la voiture, c'est pas cheap. Il met la voiture par terre. Le costume, enfin, ils ont donné un vrai costume de Superman, là, parce que le costume de la CW, je le trouve laid, là, mais laid, là. Laid sans bon sens. Là, il y a un vrai costume de Superman. Quand il vole, c'est bien fait. C'est bien filmé. Les séquences dans les réacteurs sont superbes. Tu sais, la première séquence, on est dans le flashback, puis on voit comme justement, il attrape, je pense que c'est un véhicule pour sauver quelqu'un. Il y a le vieux sou de Superman avec le logo. Puis là, le kid fait comme, hey, il est vraiment cool ton costume. Hey, c'est ma mère qui l'a fait.
Puis, tu fais comme, OK, il va y avoir des sauts différents parce que ça rend hommage à plein d'époques différentes, puis c'est cool. Mais son Superman. Cassez-vous pas la tête, il va en avoir plein. Mais son Superman, c'est Superman. Tu sais, là, quand on parlait de l'arc de Bendis, quand il est toujours en train d'entendre quelque chose puis d'être au courant de ce qui se passe, le déchirement entre je dois être avec ma famille puis je dois aussi être Superman et le rôle qu'ils ont donné au père de Lois là-dedans, de genre, regarde, c'est Superman que t'as marié puis c'est de Superman. À place d'être le gars qui veut se débarrasser de Superman puis qui l'haït, c'est le gars qui veut travailler avec Superman parce que le monde a besoin de Superman. Il se crisse de Clark, de l'autre côté, t'as elle qui fait comme, ouais, mais il y a une famille à élever. Mais non, c'est parce que c'est un père de famille. Puis encore, même ces enfants qui sont adolescents, qui ont 14-15 ans, ne savent pas que leur père est Superman. Ça, là, d'abord, c'était un très gros risque. Et moi, j'aime quand on prend des risques. Ben, c'est parce que, oui, effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la continuité des DC Comics, Jonathan existe. Exact. Le fils de Superman existe, que là, on parle d'un deuxième fils qui a été ajouté dans Exact. Ben, c'est des jumeaux, en fait, là, de ce que je comprends. Et c'est un risque de donner des enfants parce qu'il y a un public qui ne suit pas Superman et qui ne savent pas que Superman a un kid, tout comme il y en a qui ne savent pas que Batman a un enfant. C'est un risque de mettre ça dans quelque chose qui est plus mainstream. T'sais. Batman a du sexe. Entre autres. Il en a eu 2 fois. Et tu en as donné une paire et la paire et c'est Superman séparé. Oui. Il y a un enfant qui c'est juste Clark Kent, puis l'autre c'est juste Superman. Dans leur personnalité. C'est le sportif cocky qui est trop beau bonhomme de ses capacités. Qui est un peu, pas trop intelligent. Là, genre, il est juste là. Et l'autre, il deal avec l'angoisse du monde sur son dos, donc qui vit dans l'anxiété sociale. Mais ça, c'est du génie, là. Ils ont séparé Superman. Ouais. Puis ce que ça crée, là, moi j'ai tellement aimé ça au début de l'épisode, les relations qu'il y a avec ses fils. Le fait qu'il soit tout le temps absent, qu'il ne sache pas que c'est Superman. Celui-là, justement, qui est bon à l'école, qui est plus coquille un peu, s'entend bien avec, puis lui, il est content, il connecte, c'est le côté Superman. L'autre, qui est plus anxieux, qui est plus marginal, lui, il a l'impression de moins connecter. Puis là, il faut qu'il redouble d'efforts avec lui, il cherche un peu plus. Il ne sait pas comment le pogner, puis tu fais comme... Hey, ben là, ça rajoute une couche sur le personnage. C'est le fun de suivre ça. Est-ce qu'on y va avec spoiler ou sans spoiler? Je vous laisse décider. On va spoiler un peu, mais on n'ira pas trop loin. On parlerait peut-être... on n'aura pas le choix de parler un petit peu de la fin puis le machin. Mais regarde, on va spoiler à partir de maintenant. Si vous voulez absolument pas savoir, là, skipper un peu. Mais au-delà d'avoir séparé ses personnalités pour ses 2 enfants, l'autre coup de génie qu'ils ont fait, c'est que là, tout le long, on se dit, c'est le coquille qui a des pouvoirs. Ouais, sauf que c'est trop évident, ça. Mais moi, j'ai trouvé ça quand même... C'est un risque pareil. Ils vont donner des pouvoirs à celui qui est le moins pas intéressant, mais le moins reliable. Tu sais, celui qui t'énerve un peu, puis c'est lui qui va... Non, honnêtement, cette série-là m'a mis sur le cul. J'ai trouvé ça brillant, là, justement, que je savais que c'était le fils qui avait souffert d'anxiété, qui a développé des pouvoirs, qu'à un moment donné... Connaissant cet univers-là, puis même ce qu'il y avait eu dans CW avant, il y a un bout de temps, je me suis posé la question que le méchant qu'on voyait dans les 2 premiers épisodes, c'était-tu un de ses fils du futur qui venait attaquer son père parce qu'il était en crise? S'en débarrasser, ouais. Ah, c'était une bonne idée. Ça laisse la porte à ça. Ça laisse la porte à ça, parce que non, ça a été super bien apporté. Puis comme je dis, au niveau de la filmographie, c'est très sombre. C'est très sérieux. Il n'y a pas de musique pop. C'est réalisé comme Man of Steel de Zack Snyder. Il y a beaucoup de plans de caméra qui sont repris de ce film-là. Donc, tu sais, on voit que c'est quelque chose qui est plus ancré dans l'univers de HBO Max que CW. Moi, d'après ce que je peux voir, c'est que Supergirl finit cette année. L'année prochaine, ils vont mettre la hache dans The Flash. Et CW puis DC vont se séparer. Puis tout va passer. C'est Superman l'année prochaine. Superman and Lois, il est renouvelé. Il est HBO Max, c'est sûr à 100%. Ça va faire comme Doom Patrol puis Titans qui ont passé directement à HBO Max. Superman and Lois, c'est sûr et certain qu'il va passer là-dedans. Mais je trouve que leur campagne de marketing est mal faite dans le sens où, tu sais, des gens comme moi vont aimer cette série-là. Mais des gens comme moi, leur campagne de marketing, elle m'a pas impressionné. Moi, elle m'a donné l'idée que c'était un autre CW, puis elle m'a même donné l'idée que je devais avoir suivi Supergirl, Arrow, puis toutes ces affaires-là pour comprendre. Mais pas en tout, là, de ce que je comprends. J'ai hâte de voir les répercussions, parce qu'en tout cas, aux États-Unis, ça a vraiment bien fonctionné, parce que pour la chaîne, ils ont pété des records de code d'écoute, puis les critiques, c'est les meilleurs qu'ils ont présentement pour tout le show, qui habituellement ont quand même des bonnes critiques quand ils décollent, puis après, ça tombe un peu, là. Mais présentement, c'est comme leur show fort.
Regarde, puis si je peux t'aider, Martin, ce qui va se passer avec ça, ça va avoir lien avec TCW, parce que quand il y avait eu justement le dernier Crisis dans Arrow, les terres se sont comme séparées, ça fait dans le genre, puis ce Superman-là s'est fait crisser d'un autre univers parallèle. Mhm. Parce que là, on va aller sur le gros spoiler, skipper de 30 secondes à partir de là, si vous ne voulez pas avoir la fin du premier épisode double. Le vilain, à la fin, retire son casque dans sa base, puis ça fait comme bienvenue à la base. Capitaine Luthor. Capitaine Luthor. Sauf que Luthor enlève son casque et il y a comme une peau qui n'est pas blanche. C'est un noir. OK? Ouais, puis il dit, genre, mon monde a été scrappé aussi. Puis lui, Sauf que dans l'univers de la CW avec Supergirl, où ce que Superman était son cousin là-dedans, ben Lex Luthor, c'était Alan qui jouait dans Two and a Half Men avec Charlie Sheen. J'ai perdu le nom de cet acteur-là. John Cryer. Puis il faisait John très Cryer, bien 100%. Il faisait très bien, parce que c'était Lex Luthor dans cet univers-là, c'était lui. Donc là, on est rendu ailleurs. Il n'y a plus de lien. C'est fini. Mais en même temps, il y a un lien parce que ce Luthor-là dit durant la confrontation avec Superman que son monde a été détruit. Donc, il vient d'un univers parallèle, certainement. Moi, ça me laisse croire, c'est ça, que c'est un Luthor qui vient d'un autre monde ou d'un autre qui a été univers, détruit. carrément. Parce que c'est pas. Parce que, tu sais, puis on n'a pas de trace non plus de Luthor dans cet univers-là. Ça, c'est une autre bonne chose aussi, là. Tu sais, fuck Perry, fuck Jimmy Olsen, fuck. Tu sais, on est rendu avec un Superman dans la quarantaine. Il se fait crisser dehors du Daily Planet. Tu sais, il y a des. On prend des risques, là. On fait avancer le personnage. On fait comme, garde, non seulement il va être dans sa quarantaine, là, mais attendez-vous, il va y en avoir des changements, puis on les fera pas off-camera. On va vous les faire d'en face. Là. Il se fait mettre dehors, il déménage, blablabla, blablabla. Ils prennent des décisions. Quand même les staples de Smallville, Lana Lang est là. Puis, c'est wow, parfait. l'actrice qui l'a Et, joué, ce qui est le fun, c'est que pour les grands nostalgiques comme moi de Smallville, c'est filmé sur la même location. Ah ouais, c'est pour ça que ça se ressemble autant. Ça, puis... Je pense que ça s'appelle Buckley ou quelque chose en genre en Colombie-Britannique, mais c'est vraiment dans la même location que Smallville. Puis on vient chercher des éléments, tu sais, le mari de Lana Lang est encore un trou de cul comme dans Superman 3. Vous vous souvenez de ça? Son mari était un hostie d'alcoolo presque dangereux. Puis Lana Lang dans Superman 3, c'était elle qui jouait la mère dans Smallville. Il y a la mort du père de Superman qui n'est jamais tellement clair. Hein? Des fois, il est mort, des fois, il ne l'est pas, dépendamment des continuités. Puis dans le comic, en tout cas, c'est comme ça. Puis dans les adaptations télé et cinéma aussi, il ne meurt pas tout le temps. T'sais, des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Il ne meurt jamais de la même façon non plus. Là, on l'a vraiment tué dans la jeunesse de Clark Kent pour faire une coupure, un élément qu'il est papa sans avoir eu de papa. Là, mais non, beaucoup de... Moi, honnêtement, que du positif dans cette série-là. Oui, puis tu sais, j'ai beaucoup aimé aussi de la façon que le personnage, tu vois que son côté relationnel avec sa mère, puis tout, est capable de faire des choix qui ont aucune logique. Tu sais, comme il reçoit un appel du cellulaire de sa mère, il répond de la maison de sa mère, il répond, il fait comme maman, il fait comme Docteur Chose. Elle fait comme, oui, ta mère, elle a eu un anévrisme. Il raccroche, puis il débarque chez eux. Là. La médecin n'a même pas été raccroché, qu'il est déjà rentré chez eux. Elle, la fait comme... Comment t'as fait? Comment t'as fait? Ouais, mais il y a ce côté-là qui est le fun aussi. Tu sens que la communauté, genre, c'est comme un non-dit qui savent qu'il y a quelque chose. Ah ouais, Lana l'a dit à madame, fait comme, on a eu un accident, le char est en près d'elle, puis personne n'était blessé, puis Clark est avec nous autres. Tu sais, la médecin, il dit, salut Clark, t'arrives. Tu sais, t'étais-tu à Métropolis quand on s'est parlé, puis il fait comme rien que la regarder, puis elle ravale, puis ça fait comme, OK, je poserai pas de questions, je m'en fous, va voir ta mère. Tu le sens que les gens veulent non, ils veulent pas creuser, mais ils le savent. Quand il enlève ses lunettes devant ses kids, j'ai fait « Oh non, c'est encore le bon vieux truc des lunettes. » Je veux dire, ils ont dû voir le pire sans lunettes, genre combien de fois en 14 ans? Là? Je ne veux pas croire qu'il y avait toujours ses lunettes en face. Là, en même temps, ils n'ont probablement jamais vu Superman de proche. Ouais. Ils l'ont rien que vu à la TV. Puis tout, en tout cas. D'ailleurs, il lève le pick-up. Je me dis « Hey man, tu prends un esti de risque de lever le pick-up des airs là. » Je veux dire, il y a quelqu'un qui passe sur la route, il voit le gars avec le pick-up des airs. Comme, hein? C'est pas chez Ken, ça? Pas le fils. Ben, normalement, s'il fait ça, c'est Superman. Normalement, il fait attention avec son Inouï puis tout, puis il sait qu'il n'y a personne alentour. On lui souhaite. Mais tu sais, en 14 ans, ça, c'est l'autre élément que je ne sais pas si la série va se mettre à avoir des petits éléments de ça. Mais tu sais, pour cacher ça à tes enfants, 14 ans de temps, là. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans ce timeline-là. Je veux dire, y a-tu affronté Doomsday? Y a-tu eu Darkseid? Qu'est-ce qu'il y a eu dans cet univers-là pour qu'il s'absente? Tu te dis, crime, en 14 ans, là, je peux pas croire que les enfants n'ont jamais réalisé que le père est Superman, tu sais. Mais en tout cas, je sais pas comment ça, ils vont le dealer, là. Contrairement à Titan, la deuxième saison avait été tout croche, j'ai pas écouté la deuxième saison de Doom Patrol parce qu'on dirait que le fait que la pandémie, vu qu'elle a tué à finale, il n'y en a pas vraiment eu, j'ai pas osé m'embarquer dedans. Cette série-là,
Ouais, je pense que, ouais, malheureusement, je vais me lancer là-dedans. C'est-tu un 24 épisodes ou c'est quelque chose Non, de court? c'est une demi-saison, ça va être un 10-12 épisodes parce que ça vient juste de commencer là, puis ça a commencé à tourner tard à cause de la pandémie. OK. Bon, mais c'est intéressant, mais assurément que je vais la suivre. Ouais. Puis si on se continue le fait que comme ça fait comme je pense, ça tombe sur du HBO Max, ça sera jamais du 24 épisodes, ça va toujours être du 10-12. Bon, ben ça, c'est parfait. Teenage Mutant Ninja Turtle, The Last Ronin, numéro 2. Un an plus tard. C'est long, hein? C'est C'est parce qu'il y a eu un problème de dessinateur. On avait parlé qu'il n'avait pas eu sorti avec ça. Ils ont presque scrappé le projet pour le recommencer. Puis je pense qu'il y a tellement eu de reprints du premier numéro à cause des ventes qu'il y a eu qui n'ont pas eu le choix de retarder un peu la sortie de celui-là. Parce que je pense qu'ils ont eu 4-5 reprints du premier numéro. C'était ridicule, non? je pense c'était que vraiment un gros succès. je pense que Turtle souffre de l'absence de Sophie Campbell et je te dirais que c'est, je sais pas, c'est correct. C'est juste correct. Ben, moi, j'ai aucun problème. Ce numéro-là, contrairement au premier, lorsque on avait vu un Michelangelo qui avait rien qu'explosé puis tombé en bas d'un building puis était tombé sur le côté. À partir de celui-là, moi, ce que j'ai aimé, c'est que là, on voit que April O'Neil elle a mangé plus qu'une volée quelque part. Oui. On apprend que finalement, Michelangelo, s'il a réussi à survivre à tout ce qui s'est passé au premier niveau, c'est parce que l'orbitation des tortoles évolue avec le temps. Ça, c'est intéressant. Finalement, il est peut-être 30% plus gros, puis il régénère presque autant que Wolverine à cette heure au niveau de sa mutation. Là. Donc, il est très fort, il est très gros, puis il se régénère. Donc, c'est rendu un véritable tank. On comprend où il était tout ce temps-là aussi. Il était en retraite. Il explique ça, sauf que ce qui arrive, c'est que là, il nous explique un petit peu que ça s'est passé. Puis moi j'ouvre l'ouverture que ça a, parce que j'ai l'impression que les 3 prochains numéros, là, c'est qu'on va voir les tortues mourir. Un tortue peut-être mourir par numéro jusqu'au temps qu'on va arriver à la finale. Parce qu'il nous reste 4 numéros à voir, puis il y a 4 tortues qui peuvent mourir. C'est que je m'attends que Michelangelo va crever dans le dernier. Parce que là, on a vu Raphaël dans ce numéro-là. Exactement. Il y en a un autre qui va mourir dans l'autre. Parce que là, ça a commencé parce que, dans le fond, il nous explique l'histoire. Ça fait que les 2 clans étaient en truce. Donc, ils ont signé un pacte de non-agression. Les Foot ont décidé de péter le clan parce que la fille de Shredder a pété une coche. Ils ont tué Splinter. En passant, ça, c'est le moment parenthèse. Là. Il faut que je m'enlève la série d'IDW dans la tête quand je lis ça parce que pour moi, Splinter n'est plus un personnage agréable. Fait que quand il est mort, j'étais quasiment content, mais il faut que j'oublie que c'est pas le. C'est un univers dystopique. C'est ça, c'est pas l'écœurant que je. Mais c'est parce qu'il est tellement écœurant dans l'autre série que quand il est mort, j'ai fait comme c'est bon. C'est ça, c'est que là il est mort. En plus, c'était une soirée qui était supposée être chez April O'Neil, puis qui ici qu'elle a annoncé leur mariage au Thanksgiving. Mais finalement, le Thanksgiving a fini avec un gros rat qui est mort sur la table de la cuisine. Mais arrêtez-moi s'il y a quelque chose que j'ai pas compris, là, mais ça, je pense que ça, en tout cas, ça a comme highlighté ce qui va être, selon moi, un problème. Là. Il y avait une trousse. Là, je pense pas que ce soit Caraï qui ait pété une coche. Parce que ce qu'on semble comprendre, c'est que les 2 clans se blâment l'un l'autre. Parce que Caraï, elle semble dire que c'est genre les Turtles qui ont attaqué en premier. Puis là, quand on voit ça, fait que moi, ça me laisse croire qu'il y a comme il y a une tierce partie qui Il y a une tierce partie possiblement qui arrive parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a chié parce que là, dans ce numéro-là, on a vu la mort de Raphaël et dans 8 pages qui n'était pas du tout du sous-sœur. Sérieusement, Raphaël rentre dans la base des Foot Clan puis je pense qu'il en tue 120 lui tout seul puis il y a du sang dans ces pages-là. En fait, il est mort de la façon dont on pensait tous qu'il allait mourir. Combien de fois Raphaël fait ça dans le comic? De ne pas réfléchir, de partir en solitaire, de rentrer dans le tas. Mais quand Jean-Nic parle du tierce partie, il a bien raison là-dessus, parce que quand il se prend justement contre la fille, c'est Caraï, la fille de Shredder, puis qu'il l'amène dans l'eau, puis qu'il la poignarde dans le dos. Raphaël, lui, il meurt de ses blessures, puis il coule dans le fond, tandis qu'il y a 2 bras qui viennent chercher Caraï, puis il a ça, parce qu'il ne faut pas oublier que normalement, le méchant, c'est son fils à elle. Oui, qui est le petit-fils de Shredder, dans le fond. Qui est le petit-fils de Shredder qui est là-dedans. Ça fait qu'il y a certainement quelque chose d'autre qui existe quelque part. Mais j'ai beaucoup aimé de la façon qu'ils ont apporté ça. Puis moi, j'aime le fait que justement c'est un slow burn, puis que c'est un 5 numéros, puis qu'on va vraiment voir plus vers la fin qu'est-ce qu'il va apporter là-dedans. Je suis convaincu que, te connaissant, Martin, toi, si tu as eu le volume one-shot, t'aurais plus trippé. Peut-être, oui. Puis l'autre affaire, peut-être le point le plus négatif, y a-tu quelqu'un, puis j'y dirai jamais parce que j'ai énormément de respect pour lui, puis je le trouve sympathique, puis il est vraiment smart. Il va falloir que quelqu'un ait le mauvais emploi de dire à Kevin Eastman d'arrêter de dessiner.
Ben, tout dépend. S'il fait rien que des 3 pages comme il a fait là, C'est tu sais, terrible. son style au fusain, là, tu peux accepter son art pour ce que c'est, mais il faut pas qu'il fasse de quoi d'important. C'est terrible. Honnêtement, c'est terrible. Ça a été les Moi, 3 le pires problème pages. que j'ai, là, puis je regardais ses pages, puis je me disais, ça peut être intéressant son dessin, mais il faudrait qu'il fasse autre chose. Parce que là, ça crée vraiment un gros clash entre l'art qu'ils ont utilisé pour la run, puis là, ben, tu tombes dans un flashback, puis là, tu sais, ils ont dit, on va donner à Eastman la chance de faire son 4 Ouais, mais pages. il Là. dessine moins bien Tu sais, qu'il dessinait. C'est ça qui est terrible. c'est pas. Il Ben, dessinait tu bien sais, dans les c'est pas que premiers c'est pas, issues. Laird c'est pas venait que c'est pas l'aider beau, aussi. mais ça Là, fit mais... pas. Ouais, mais non, c'est parce que ben, tu remarqueras que chacun de ses dessins qui va être moins beau, c'est ces petites cases qui ont beaucoup de détails. Mais si tu prends les gros plans, ce que tu mettons Michelangelo qui est comme en train de méditer haut, son Tortol est quand même pas si mal que ça. C'est vraiment le coup, il y a trop de détails. C'est comme qu'il avait sorti sa mini-série dans le futur. Là, Mhm. hein. Il y avait tellement de détails partout qu'à un moment donné, c'était insupportable. À l'œil, tu n'étais pas capable d'analyser toute Mais la oubliez bande qu'il y avait jamais, partout. que les Turtles, c'est un des rares comic books qui a été co-créé au niveau du dessin et du scénario. Ils travaillaient les deux sur les mêmes planches. Ouais. Eastman dessinait, Laird passait par-dessus et vice-versa. Les deux travaillaient sur le dessin en même temps. C'était pas j'en fais 3 pages, j'en fais 3, là. On faisait les 6 pages ensemble. Et je pense que ça lui manque. Ça lui manque parce que quand il dessine tout seul, je trouve pas ça bon. C'est pas bon. C'est pas non. beau, c'est pas le fun. Puis tu sais, quand je disais que Sophie Campbell manque à ce comic-là, j'aurais vraiment aimé qu'elle soit présente, moi, pour Last Run. Ça aurait pas Elle fait vraiment- des covers, mais pourquoi? Mais Sophie Campbell dessine du dessin qui est humain, qui est plein d'émotions. Puis là, on parle de monde qui se donne des coups d'épée dans le Ouais, je dos et qui comprends. t'arrache la tête. Tu sais, mélange pas tes styles. Là. Non, je comprends, mais elle Tu sais, me c'est à peu manque. près comme si demandait Frank Shaw de dessiner des lutteurs avec des gros muscles et pas de filles tout nues. Tu sais. Ouais, je comprends. Mais elle me manque. Je trouve qu'elle est devenue un peu avec le temps Rob indissociable des Liefeld a Turtles. dessiné un corps humain normal. Tu sais. T'as pas pu t'en empêcher. Hein? La porte est trop Ou grande. demander à Jim Lee d'avoir plusieurs personnages féminins qui se ressemblent pas. Ou de personnages masculins qui sont sortis. C'est tough. Parce que ça a l'air que Bruce Wayne et Clark Kent dans la même chambre, t'es pas sûr. T'es pas sûr lequel est lequel. Une chance qu'ils ont des logos. Une chance qu'ils ont des logos, sinon, man, tu peux pas savoir c'est qui. Faut qu'ils portent un t-shirt. Ah, il paraît que c'est dans la chambre à coucher que ça fait la différence. Il y en a un qui est plus dur que l'autre. Oh! Mais effectivement, ça a l'air que c'est pour ça. Ils ont des petits cartons, là. Hi, my name is Bruce. Hi, my name is Clark. Pour être sûr qu'on puisse les Non, différencier. personnellement, moi, de Last Run-In, j'adore ça. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va aller. Ah, c'est une belle addition à l'univers des Turtles. Moi, je pense que cette histoire-là méritait d'être racontée. Ben, Je trouve tu ça sais, intéressant. je pense que Turtle avait le droit d'avoir son DN, puis j'ai l'impression que ça va être un DN qui va être vraiment, vraiment intéressant. Effectivement. Puis, Puis un peu comme Lois et Superman qu'on disait tout à l'heure, tu sais, on va explorer ici un univers chez les Turtles qu'on n'a jamais vu. Tu sais, d'aller les voir vers la fin. Là, comment, tu sais, quand ils sont adultes, puis ils sont plus vieux, plus sages. Tu sais, je trouve ça intéressant. On l'a pas vu, là, on le voit. Puis en plus, c'est avec les co-créateurs qui sont là. Donc, tu sais, c'est quand même intéressant. Moi, je trouve ça intéressant, mais c'est long. Puis même, ben non, il y a que 2 numéros de sortie, Simonac. Ben, c'est c'est juste ça. parce que ça a pris 6 mois avec qu'ils sortent les deux qu'ils trouvent que c'est long. Ben, Hey, il va y avoir 5 numéros. T'aurais-tu voulu avoir la réponse de la fin au 2e numéro sur 5? Tabarnak, Martin. Oui. Ça va-tu? Oui, j'aurais aimé ça. Ça Ouais, mais c'est tant demandé un numéro par mois, tu sais. Je veux dire, là, c'est 2 numéros en 6 mois. Hey, IDW sont en faillite. Là. Ça se peut qu'ils ferment avec le dernier numéro. Là. Ça fait que fais juste souhaiter que tu l'aies. OK? Ouais, ça, c'est l'autre affaire, effectivement. Là, à chaque fois qu'ils sortent un TP, je prie le ciel que ça soit pas le dernier. Ah non, mais non, effectivement, c'est que ça va voir ce que ça va donner. Puis moi, je trouve ça super intéressant. Puis même le fait que je sais bien qu'il a emporté sur le livre sur les arts martiaux de Splinter, Hum. que finalement, que Michelangelo a rajouté une dernière page, que finalement, c'est le code du samouraï, il a niqué, il a marqué à la fin No peace. C'est-à-dire que tant que tous mes ennemis ne seront pas morts, je ne serai pas en paix. Ah, puis écoute, quand on le voit là, sans son bandage, puis tu sais, ils l'ont fait plus vieux, plus gros, plus massif, là, c'est le fun. Tu sais, je fais comme wow, tu sais, ça paraît qu'il y a le poids du temps. Là, tu sais, ça, j'ai apprécié parce que faut jamais oublier que c'est des. difficile de faire vieillir une tortue. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est des Teenage Mutant Ninja Turtles. Ouais, Mais là, c'est plus facile. ça, là. Tu prends Hans Moleman puis tu mets une carapace. Pauvre Vance Moleman. Et on termine avec. Bon. J'aime pas Je ça. vous l'avais dit Quoi? Ah. que ça allait avoir aucun impact. WandaVision. Ça va en avoir. WandaVision, le dernier épisode qui a regroupé tous les classiques d'un film de Marvel et tous les classiques de On répond à rien et de tous les classiques d'aller vous faire voir avec vos théories. Que dire de cet épisode-là? J'ai assez hâte de voir Michael Fassbender dans le prochain X-Men.
de MCU. Puis Jim McAvoy à revenir. Puis Reed Richards, il paraît qu'il était bon en tabarnak. Bon, mais il n'y a était-tu rien noir? eu. Non, il n'y a rien Ah, eu ok, de il tout y a ça. rien Il n'y a absolument rien eu de tout ça. Pas de Mephisto non plus. Moi, je m'attendais à tout de moins. Moi, la seule théorie que je croyais, parce que je la trouvais plausible, puis je me disais, ça, c'est le genre de truc qui pourrait arriver, c'était l'arrivée de Doctor Strange. Moi, je pensais vraiment. J'étais convaincu. Ouais. J'étais convaincu que quand il parlait d'un caméo à la Luke Skywalker, il parlait de Doctor Strange. Moi, j'étais convaincu qu'il ne pouvait pas finir cette série-là sans Doctor Strange. Ben, Chris, ils l'ont fait. Hey, non, mais t'as eu Paul Pédani Blanc, par exemple. Puis ils ont visiblement casté Agatha Harkness dans le rôle qu'elle a d'un comique. C'est-à-dire que c'était pas vraiment elle la méchante, c'était pas vraiment de sa faute. Ils l'ont enfermée dans ce ville-là, puis elle a dit « Tu vas avoir besoin de moi », puis Wanda, elle a dit « Je vais savoir où te trouver quand je vais avoir besoin de toi ». Fait que clairement, ça va être le même rôle qu'elle avait dans les comiques. Genre, tu sais, ils se sont pas parjurés parce qu'ils vont pouvoir dire, ben oui, c'est dans la continuité, puis ben oui, c'est important de l'écouter pour la continuité. En même temps, on s'entend que dans Doctor Strange 2, Sam Raimi, là, il y a un 5 minutes dans son film qui va être comme un petit recap, là, puis qui va aller chercher les éléments qu'il veut bien pour la continuité, puis ça va être ça. Parce que c'est pas vrai qu'ils vont dire au monde, il faut que tu écoutes les 9 épisodes pour continuer. Pas en tout. Ils ont raconté une belle histoire. Moi, je trouvais au début qu'ils s'étaient trop embourbés dans le Marvel, puis dans décoller leur univers avec ça, puis qu'ils avaient oublié deux personnages. Je trouve qu'ils se sont rattrapés. Le show a vraiment, pour moi, il a résonné plus comme dans le milieu, là, jusqu'au 8e épisode, que j'ai vraiment aimé, même si c'était de la surexposition, puis c'était mal écrit. Genre, les personnages, c'était bien expliqué leur motivation, puis pourquoi on était rendu là. Puis j'avais fucking raison. Allez écouter les 2 épisodes où je chialais sur pourquoi les épisodes en noir et blanc au début, puis ils ont raté une belle opportunité. Finalement, ils l'ont bien repris là, quand ils nous expliquent comment. Ils ont exactement ce que je disais. Là, c'est ça qu'ils ont utilisé. Genre, ces 2 personnages qui viennent d'Europe de l'Est, puis ils se sont familiarisés avec la culture américaine avec des DVD de séries télé, puis c'est pour ça qu'ils ont pris ça. J'étais fier de moi, puis j'étais fier des scénaristes d'avoir utilisé cette branche. C'est parce qu'entre parenthèses, c'est une vraie histoire, ça. L'histoire des catalogues qui traversaient le mur de l'Est, là, c'est une vraie histoire. Là. Puis mon prof d'histoire me disait souvent que quand le mur est tombé, quand les frontières sont tombées entre l'Est et l'Ouest, les filles dans les rues de l'Europe de l'Est là, étaient surmaquillées et surhabillées parce que tout ce qu'ils trouvaient beau, tout ce qui était à la mode, ils l'achetaient au complet. Puis ils se le mettaient en face parce que c'était leur idéal. Ça se faisait du trafic de catalogues là, pour savoir ce qui était à la mode l'autre bord du mur, puis qu'est-ce qu'on faisait l'autre bord du mur, puis c'était quoi la vie l'autre bord du mur. Cette idée-là, ils nous l'ont bien illustré, puis ça donne sens au début de la série, même si ça rend pas les épisodes plus intéressant, puis les intrigues qui sont là servent un petit peu à rien. Mais en tout cas, ça donne du sens à pourquoi la série est allée là, pourquoi ils ont fait ça. J'ai trouvé vraiment intéressant dans le dernier épisode la discussion que Vision a avec lui-même. Puis j'étais là, ça, c'est du bon MCU. C'est pas le combat avec du CGI et les maisons qui explosent qu'on veut voir. On veut voir des conflits comme ça entre 2 personnages. Là, c'est le même personnage, mais comme en 2 parties différentes qui seraient. Puis c'est super intéressant. Mais Agatha Harkness, c'est tellement raté, la construction, le combat, là, c'est en CGI de 2 sorcières qui lancent des boules de feu à Dragon Ball. C'était-tu un bon combat de la MCU? Est-ce qu'il y a eu le Skybeam? Oui. Oui, il y a un Skybeam. C'est un excellent combat. Ah, tout était là. Tous les clichés du MCU sont là au grand complet. Puis, tu sais, je suis d'accord avec Jean-Nic. Agatha Harkness, c'était drôle quand on l'a su que c'était elle, mais en même temps, ça pouvait pas être elle parce que le but, c'était que Wanda ait un peu perdu le contrôle face à un deuil qu'elle avait à faire. Puis, tu sais, ça, c'est l'autre affaire. Si tu te plais à dire souvent, Alan, que Iron Man, c'est un hostie de trou de cul puis c'est un méchant, que dire de Wanda ou la fille de Captain Marvel lui dit « Ah, mais vous pouvez pas comprendre tout ce qu'elle a dû sacrifier pour vous redonner vos vies. Man! Quand j'ai écouté Pitch Meeting tantôt, là, il a passé à la fin, là, sa réplique-là, c'est comme... non, mais c'est terrible. Elle a asservi une ville au grand complet pendant des mois. Elle nous a fait vivre ses cauchemars. Puis pas c'est elle qui fait complet, pitié. les 8 figurants qu'on voit. non, la ville au complet. C'est d'une tristesse, encore une fois, c'est parce que Marvel puis le MCU ne sont pas capables de vivre avec leurs conséquences. C'est comme le blip et le pip, là, hein, que ça n'a aucun sens. Leur univers n'a pas de conséquences, peu importe les actions qu'ils font, mais ça n'a aucun bon sens. Tout s'est ramené aux 3 personnes qui font ça, puis le reste, ils s'en calissent. C'est eux les méchants. Tant que ça fait leur affaire à ces 3-là, tout va bien. Les autres, c'est du collatéral, puis on s'en tabarnak. C'est eux les méchants. Tu sais, Wanda, tu sais. En plus... Encore une fois, même le Wanda, là, hein,
veux-tu même dire pourquoi qu'elle a été créée à partir d'un gemme de l'infini, puis que c'est rendu de la magie chaotique? Mais de ce qu'on À quel comprend, c'est qu'elle moment... était magicienne Elle avant. était déjà, c'est ça, il l'explique dans la série, c'était déjà une magicienne dans le fond, puis c'est comme ses powers ont explosé, ils ont été déculpés quand ils l'ont mis en contact. Et en Ça, passant, son c'est costume est cheap, là, un. c'est cheap, ça. Son costume est un plus. Ça, c'est le plus beau fixe qu'ils ont fait, je Ouais, pense. ils Là. l'ont C'était le bien temps qu'ils lui réussi. donnent un véritable costume de Scarlet Witch, là, puis qu'il arrête de nous faire croire que tous les personnages et tous les super-héros sont habillés en trench coat. Là. Tu sais, je veux dire, cette incapacité ou ce non-vouloir de les mettre dans leur costume à l'écran, là, c'est assez. Là. Tu sais, elle a un costume, Scarlet Witch, puis il n'est pas laid, son costume. Là. Puis la preuve, c'est qu'ils l'ont bien rendu à l'écran. Moi, je la trouve magnifique, Elizabeth Olsen, dans son nouveau costume. C'est superbe, ça va super bien. Puis Mais la encore, fin, hein, écoute. ouais, ça, tu sais, ça laisse des portes ouvertes, puis ça répond pas. Puis, tu sais, le vrai deuil, là, mettons, ses enfants, ils l'ont comme réglé en disant, tu sais, bonne nuit, puis on s'en va dans une pièce à côté, puis ils vont disparaître, mais tu sais, on veut pas aller dans le sérieux de ce qu'on a impliqué. On va littéralement fermer la porte, puis on va laisser comprendre aux spectateurs qu'ils vont disparaître, mais on le montre pas. On va aller faire le deuil avec Vision, mais en même temps, l'autre Vision blanc qui est le vrai s'est sauvé avec l'autre Vision qui a mis dans la tête qui pouvait être bien. Fait que, tu sais, il y a comme pas vraiment de conséquences. Il disparaît, mais il dit, tu sais, ça fait tellement de fois qu'on se dit adieu et bonjour que, tu sais, ça va arriver encore, puis ça va être ça. Là. Il va revenir, bon ou mauvais, le Vision qu'ils ont envoyé, puis s'ils veulent l'utiliser comme un bon, ils vont trouver une manière. S'ils veulent l'utiliser comme un mauvais, tu sais, ils nous ont promis du bon développement de personnages, puis finalement, c'est laissé sur quelque Ben, chose qui peut être décidé par le prochain mais qui va prendre le prochain. ayons maintenant la discussion la plus importante, je pense, à propos de ce show-là. Parlons du fandom et parlons des expectations et parlons de comment on fait vivre ces fameuses expectations. Tu sais, je veux dire, des commentaires comme celui de Paul Bettany de dire qu'il va avoir un caméo plus gros que Luke Skywalker, de voir les fanbases qui est plus capable, qui savent plus quoi faire avec un show qui sort une émission par jour, par semaine, là, tu sais, qui donne le temps à tout le monde de faire des théories, puis avouons-le, avec l'Internet, il y en a qui ont eu des théories qui étaient probablement meilleures que le scénario de la fin. Là. Ben, comme même les films de Star Wars, mais tu sais, c'est pas juste ça. C'est parce que moi, j'essaie de comprendre le monde. Parce que je sais pas pourquoi. Tu sais que j'en parlais dans dernier épisode, qu'on dirait que la pandémie a scrappé notre mémoire puis que le monde se rappelle plus de ce qui s'est passé avant l'année passée. L'été passé, on a quand même fait un épisode où on avait parlé de la phase 4 au grand complet, puis tous les films qui étaient prévus pour les 4 prochaines années. Là, dans quel bout de ce timeline-là qui était parlé des hosties d'X-Men, là, hein? Jamais. Nulle C'est part. que pourquoi là, que ça allait devenir le House of M puis ça allait faire rentrer les mutants? Ça? Mais Où ils c'est font que le monde exprès. était- Mais ils font exprès. Ils ont casté le Quicksilver des Mais X-Men. tu sais que je vous avais dit que ça, c'est juste du fanservice cheap, là, C'est hein? tellement méchant Tu faire ça. sais, le meme que je t'ai fait, que c'était le fixe d'héroïne de Marvel, tu sais, de Disney, on faisait comme Oh, ça m'excite à cause, ça me fait passer des affaires d'argent, mais dans le fond, ça sert à rien, tu sais, c'est du vent qui a été vendu, C'est c'est un triste. acteur Là. qui. Ben oui, c'est parce que, pensant que l'acteur, c'est Aaron Taylor Shaw, c'est Ouais, qu'il ouais. s'appelait, là. Johnson. Ouais. Johnson. Johnson, en tout cas, lui. Là. Aaron Taylor Johnson, Ouais. qui jouait il- dans Kick-Ass. Tu sais, possiblement que lui, il ne pouvait pas revenir pour ça. Ben, il chargeait trop cher. Ben, il s'en sacrait totalement par son personnage. C'est fait dessus de façon random. Tandis que Evan Peter, ben, lui, il était plus disponible. Puis c'est un gars qui est cool. Il a fait bon, moi, j'ai du fun avec Quicksilver. C'est que je vais revenir. Mais je sais pas. Tu sais, moi, je trouve que les fans n'ont pas été corrects, puis le studio n'a pas été correct. Tu sais, le studio, en plus, les fans avaient toutes les raisons. Tu sais, je veux pas les blâmer. Il y avait toutes les raisons de croire. Tu sais, d'abord, il y a des acteurs qui disent qu'il y a un caméo qui s'en viennent. Ils viennent de finir Mandalorian avec un Luke Skywalker. Fait qu'ils savent maintenant que c'est le genre de choses qui est possible. On leur donne l'acteur qui a fait dans X-Men. On sait qu'il y a eu un deal qu'ils ont acheté Fox. Tu sais, je veux dire, les éléments étaient là. Puis pourquoi le studio n'a pas sorti au moins une fois pour dire aux gens, calmez-vous, vous allez être déçus. T'sais, là, ils vont gérer une déception. C'est ça qu'ils vont gérer. Puis les fans vont devoir apprendre aussi à attendre de voir le résultat avant de se prononcer ou avant d'avoir des idées de grandeur. C'est deux choses qu'il faut qu'on corrige, d'un côté comme de l'autre. Il faut que le studio il arrête de faire de l'argent ou de se faire du capital sur la déception des gens, sur les expectations des gens. Je veux pas être plate, là, mais ce show-là avait déjà été décalé un petit peu avec les sorties. T'sais, Black Widow, normalement, on est supposé l'avoir vu depuis 1 an. On se disait déjà, ça va être quoi l'intérêt dans tout le MCU de voir Black Widow et l'arc de son personnage. C'est peut-être un film correct là, qui va nous donner une bonne histoire sur Black Widow. Mais sérieusement, vous pensez-tu que c'est un film qui va être primordial dans la compréhension du grand arc de la prochaine MCU?
Non. Ils sont en train de nous dire carrément Black Widow, ça sert Ah, à mais rien. Black Widow, là, tu sais à quoi ça sert? Là? Ben, c'est le film d'excuse pour Scarlett Johansson, pour ce qu'elle a subi pendant 10 ans de MCU, ce qui ont négligé son personnage. Et sans, Et, sans compter ce qu'elle a peut-être subi avec Josh Whedon qu'on sait pas. ouais. OK, puis je pense que c'est parce qu'il voulait remplacer son personnage. C'est quoi? C'est Elizabeth Pugh. Comment elle s'appelle? C'est Miss Pugh qui va faire sa sœur, là. Ouais. Elle est supposée devenir la Pugh. nouvelle... Black Widow. ouais, elle est supposée devenir la nouvelle Black Widow, sauf que, tu sais... Ça, puis, hey, depuis Age of Ultron, là, y a-tu un plot twist qui prend autant de temps à se développer que celui de Nick Fury dans l'espace? ouais, mais il va avoir son show là, dans l'espace, là, Nick Fury, là, l'année prochaine. Là, C'est long, là. Ah, mais fais rien penser au film. Là, on a commencé à avoir les costumes pour les Eternals. Là, j'ai aucune idée de ce que ça va la prochaine phase. Là. On sait qu'il y a une comédie de Thor qui s'en vient. On sait qu'il va y avoir un film qui va être complètement champ gauche avec les Gardiens de la Galaxie 3. Il y a Spider-Man qui va te fourrer des multivers. Tu as Doctor Strange qui va faire la même affaire. Tu as des dieux des Eternals qui vont apparaître d'un côté. Je trouve que c'est un petit peu inégal ce qui s'en vient dans les prochaines années. Je dis pas que les films ne seront pas le fun, mais c'est du. Puis, c'est vrai, il va y avoir le Faucon et le Soldat hivernal qui va arriver dans 2 semaines, qui vont mettre une histoire plus terre à terre d'espionnage dans le milieu de tout ça. Moi, je pense que présentement, Disney vont utiliser la technique de la CAQ. Là. Ils vont essayer plein de shows et de films différents. Ils vont faire comme ils ont toujours fait. Non, la Ils technique de vont la CAQ, voir c'est ce tu qui check pogne, l'Europe faire, puis puis tu fais pareil. ils vont s'enligner avec ça. Puis après, ils vont dire que c'est pensé depuis 20 ans, puis c'est là qu'on s'enlignait. Mais ils vont voir si c'est Thor qui pogne, ils vont capitaliser sur Thor, c'est Spider-Man. Mais c'est comme ça qu'ils ont starté avant même que Disney les achète. Quand ils ont sorti Iron Man et The Incredible Hulk dans à peu près la même période, c'était pour savoir lequel allait pogner le plus entre les deux, puis quel style ou quelle recette on allait appliquer. C'est Iron Man qui a gagné. Après ça, regarde les films après le succès d'Iron Man. C'est la même recette. Ça s'est tenu jusqu'à Guardians. Exact. Après, Guardians a transformé. Après, tu as eu Thor 3, bien sûr. Thor a retransformé. Puis là, on est encore dans le post-Thor. Effectivement. Hey, on va changer de sujet. Comme d'habitude, c'est Alan qui nous arrive toujours avec des idées, des projets, des nouvelles. Et cette fois-là, Alan, tu nous as amené un projet qui vient du Québec. Là, on s'intéresse de plus en plus à ce qui se fait ici au Québec. On a parlé d'Alice, entre autres, avec Jake, avec Patrick. On a parlé de plein d'autres projets très québécois. On va avoir l'occasion de parler avec Yannick Paquette pour son Wonder Woman qui va sortir cette semaine. J'ai oublié de vous le dire, je vous l'annonce en direct. Les gars, on devrait normalement lui parler dans les prochaines semaines. En même temps que les auditeurs, on l'apprend. Super. C'est le plaisir de ce podcast. Vous apprenez en direct ce que j'ai préparé dans l'émission. Mais bref, on s'intéresse à ce qui se fait chez nous parce que c'est le fun de s'intéresser à DC, à Marvel, de s'intéresser à Image. Mais il se passe des trucs chez nous. Alan, je veux que tu me parles un peu comment tu as entendu parler de ce projet-là, puis c'est quoi exactement, puis on va aller rejoindre la personne qui est responsable de ce projet-là. Ben, pour commencer, c'est parce que c'est en écoutant Les Mystérieux Étonnants, c'est que la personne qui est en vote avec nous ce soir, Maurice Devreau, avait été invité là-bas pour parler d'un de ses projets. Et encore, comme tu parlais de Jake Dion avec Alice, c'est un sociofinancement aussi. Donc, lui, il va partir par Kickstarter plutôt que Ulule, comme Jake l'avait fait. Donc, oui, on a un autre Québécois qui s'intéresse à lancer un projet de BD, mais cette fois-là, c'est un projet là, qui est intéressant parce que c'est une BD historique sur quelque chose qui est un petit peu particulier, un peu violent, mais aussi c'est quelque chose qui est très audacieux. Là. On va parler d'un projet là, de 1200 pages en 12 volumes. Oh, wow, OK, donc, fait qu'on va aller le rejoindre tout de suite. Maurice Devreau est à la tête de ce projet-là. Maurice, bonsoir. Bonsoir. Merci de l'invitation. Mais ça nous fait plaisir. OK, ma première question va sembler idiote, mais c'est pas grave, je la pose pareil, c'est toujours les meilleures questions. Un 12 volumes, c'est-tu une affaire comme achète collection, c'est-à-dire j'achète les 3 premiers numéros puis je suis pas sûr d'avoir le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Pas du tout. C'est qu'en fait, moi, mon plan au tout début, c'était de tout finir avant même de publier le premier. Et je m'étais presque rendu, en fait, mes 12 volumes sont presque tous finis. Il reste à colorier volume 2 à 12 et finir les quelques dessins du dernier volume et quelques pages à ancrer. Mais grosso modo, le travail est tout fait. Dans le pire des cas, non, l'histoire va être toute disponible éventuellement. C'est juste que là, avec COVID et tout ça, ça a comme accéléré mes plans que finalement, j'ai eu besoin de sortir le premier volume
Dès qui va maintenant. sortir au mois d'avril. Je veux que tu nous présentes Ouais. ton projet. C'est quoi? En fait, c'est l'histoire de Sonny Bean et de sa famille de cannibales qui, au 16e siècle en Écosse, vivaient dans une grotte et attaquaient des passants qui les volaient et les tuaient et les ramenaient à leur grotte et les bouffaient. Et ça, ils ont fait ça pendant 25 ans et ils ont tué au-dessus de 1000 personnes. Et ça, est une... Il y en a qui disent que c'est une légende, c'est pas vraiment arrivé. Ça a inspiré beaucoup, beaucoup de films, dont le film de Wes Craven, The Hills Have Eyes, en 1977, qui ont retransposé cette légende-là au désert du Nevada, puis en temps moderne, si on veut. Puis ça a inspiré d'autres films d'horreur aussi de ce genre-là, comme Wrong Turn, et, etc., etc. Mais l'histoire originale qui était publiée dans un bouquin au 17e siècle était juste 6 pages, très, très court. Mais moi, quand j'avais lu cette histoire-là, ça m'avait beaucoup inspiré, tellement inspiré que ça a fait 12 volumes et au-dessus de 1300 pages. C'est que ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à faire de la recherche, puis effectivement, c'était basé sur des vrais événements. Puis le plus que j'en apprenais, le plus que j'étais là, ben voyons donc, ça n'a aucun sens qu'il n'y a jamais eu aucun film, rien qui parlait de ça. C'est hallucinant. Puis le plus que, j'ai même lu des documents d'archives venant de l'Écosse, dans des universités et d'Angleterre, où il y avait des choses qui étaient écrites dans des procès par rapport à toute cette histoire-là qui s'étend aussi à la chasse aux sorcières et qui n'étaient pas des vraies sorcières, mais qui étaient des pauvres femmes qui étaient des guérisseuses et tout ça, qui étaient emmenées au bûcher. Mais tout ça est relié à l'époque de King James, qui était le successeur de la fameuse reine Élisabeth, qui est plus connue du grand public parce qu'il y a eu plein de films sur elle. Effectivement. Mais c'est ça. Moi, je suis tombé dans ce bain-là, puis c'était comme une boîte de Pandore. Chaque livre d'histoire que je lisais, j'étais comme, oh my God, je lisais plus, puis je lisais plus, puis ça a fait que mon projet n'a pas arrêté de grossir. Et c'est ça. C'était mon défi. Il faut que je raconte tout ça. Puis c'est là qu'on en est après plusieurs années de travail. Jean-Nic, tu avais l'air. Ouais, j'ai une question parce que depuis tantôt, c'est vraiment drôle parce qu'au mois d'octobre, je me suis fait un 31 jours d'horreur avec 30 films d'horreur. Puis il y en a un que j'ai écouté qui s'appelle The Offspring, qui est une adaptation d'un roman de Jack Ketchum, un auteur de fiction américaine, qui, lui, a écrit, dans le fond, je pense qu'il y a 2 de ses romans qui sont inspirés, justement. Puis, quand j'ai entendu parler de votre projet, tout de suite, ça me saute à la tête. J'ai comme fait, hey, c'est vrai, ça ressemble au film. Puis, il me semble que c'est inspiré d'un truc, mais en tout cas, puis même, je pense que Texas Chainsaw Massacre est allé chercher certains éléments aussi. Vous, dans le fond, ça va vraiment être une adaptation, en tout cas, avec le contexte historique d'époque. C'est pas une adaptation moderne. Là. Non. C'est non seulement que ça va dans les détails historiques, mais j'ai essayé d'être le plus fidèle possible aux vrais détails. J'ai même été au point de trouver les costumes d'époque pour fournir des images aux artistes, les décors, les lieux, les objets. Ça a été un travail colossal parce qu'il faut comprendre que moi, j'étais nouveau à la BD, même si j'étais un lecteur. Moi, je viens plus du cinéma et j'ai quand même aborder ce projet-là de BD comme si c'était un film. Et pour un film, ben, c'est sûr qu'il faut de la recherche pour les costumes, il faut de la recherche pour les décors, il faut plein de choses. Puis souvent, ce qui va arriver pour certaines BD, c'est que c'est médiéval, là, ils vont juste faire un costume un peu médiéval, mais sachant pas que, ben, écoute, en 1590 en Écosse, c'est pas les mêmes costumes qu'en 1623 en Écosse ou en France. Il y a de la variation, puis pour ça, il fallait faire de la recherche dans des toiles qui étaient datées d'époque, puis trouver toutes les...
Parce qu'en histoire, on dit souvent, si on avait à faire un film, par exemple, sur nos années, c'est pas vrai que tout le monde a une Hyundai Ioniq électrique, puis que tout le monde a un iPhone 11, puis que tout le monde a un MacBook de l'année. Il y a une diversité de par de toute comment ça façon, fonctionne. regardons juste les années 70, la mode des années 70 comparée à la mode des années 50 ou la mode. C'est juste 25 ans, mais la mode est très différente. Puis à cette époque-là, il y avait des variations aussi. Là, les fameux froufrous là, dans les collets, ben, il y avait de la variation dans ça, dépendamment de l'époque. Puis en tout cas, c'est des détails. Là. Les gens vont peut-être plus s'intéresser par le côté plus horrifique et tout ça. Mais moi, j'ai travaillé. Sauf que là, vous êtes parti de 6 pages pour 12 volumes de 110 pages et plus. Il faut avoir de quoi raconter. Là. Exact. C'est ce qu'on appelle une bonne stretch. Là. Mais c'est une chance que c'était juste 6 pages, j'imagine. S'il avait fallu trouver un manuscrit de 20, mais parlant du projet, tu disais que les 1300 pages sont presque toutes dessinées. Finalement, il manque beaucoup la couleur. La question que je me pose, là, dans la première page du Kickstarter qui va sortir dans pas long, on voit un petit peu de description, mais j'aimerais ça que tu m'en parles. C'est comment tu as réussi à faire dessiner ces pages-là? Parce que, tu sais, on parlait encore de Jake Dion tantôt. Il y a un projet d'Alice qui frôlait le 600 pages. On parlait d'au-dessus de 2 ans à un seul artiste à travailler sur quelque chose qui était comme ça. Donc, tu n'as certainement pas fait affaire avec une seule personne. Non, c'est ça. C'est que très vite, j'ai réalisé que l'ampleur du projet et mon budget, ça serait impossible qu'une personne puisse tout faire. Donc, je me suis retrouvé à engager des artistes de partout dans le monde. Il y a des artistes du Brésil, de l'Italie, des États-Unis, du Canada, des Philippines, de l'Indonésie, de l'Argentine. Vraiment. Et je travaillais avec tous ces artistes-là en même temps sur des chapitres différents, puis même des fois à l'intérieur d'un même chapitre, dépendamment de leur horaire, puis etc. C'est certain que c'est peut-être pas la meilleure façon de procéder parce que c'est un gros casse-tête à gérer tout en même temps, mais c'était pour moi la seule façon que ce énorme projet puisse arriver à sa fin d'une façon... mais je m'inquiète un peu... Ça a quand même pris 8 ans pour que le premier volume sorte. Mais je m'inquiète quand même un peu pour votre frigidaire, là, parce que ça demande des moyens pour faire ça, puis vous demandez le Kickstarter seulement au mois d'avril. Fait que ça veut dire que là, vous avez dû payer pour tout ça. Comment vous avez fait pour... c'est de l'ouvrage. Malheureusement, c'est sûr que j'ai... en termes de poker, je suis allé all-in avec tous mes économies et tout. Il faut vraiment... Vous êtes sûr que c'était pas une formule magique dans ces 6 pages-là qui vous a commandé? Non, c'est ça. Mais c'est ça. C'est sûr que j'ai fait un gros investissement, mais c'est quelque chose que... Comment dire? C'est que venant du cinéma, pour moi... c'est sûr que le cinéma a toujours été... Des films, ça coûte cher à faire. Oui. C'est certain. Puis, et là, ça faisait quelques temps que je n'avais pas pu faire un nouveau film et mon besoin créatif était en manque, puis j'avais besoin de faire quelque chose. Puis l'idée de faire cette adaptation-là en BD était parce que comme c'est un projet qui est énorme et avec plein un drame d'époque, avec des costumes et tout ça, c'est certain que si c'était fait, on parle de quelque chose à la Game of Thrones, là, que ça a une ampleur budgétaire énorme à être fait en film ou en série télé. Donc, l'idée de le faire en BD, c'est sûr que, ça c'est peut-être plus plausible, même si ça coûte quand même très cher à faire. C'est certain que c'est un gros risque que je prends, mais pour moi, c'est que l'histoire était tellement, tellement incroyable que je me suis donné cette mission-là, puis advienne que pourra, puis j'espère que peu à peu, il y a des gens qui vont suivre cette folle aventure-là, puis qui vont triper comme moi, j'ai tripé de ce qui était l'étincelle du début, qui en fait, que je me répète peut-être quand tu m'as demandé de quoi ça parle, en fait, pour moi, la grande étincelle de cette histoire-là, malgré le côté horreur, quand je pense, des cannibales, etc., ça doit être ça. Non, pour moi, c'était le côté que
les enfants qui avaient été nés par l'inceste en plus dans cette communauté-là qui vivait dans la grotte, pour eux, c'est ce qu'ils ont connu. Ils n'ont jamais connu la société externe. Donc, tout ce qu'ils faisaient d'attaquer des gens, de les manger, tout ça, pour eux, c'était pas mal. C'était la façon de vivre. Leurs parents et tout, pour moi, ça devenait, c'est comme un culte qui est séparé de la société avec ses propres règles. Et donc, quand la société va apprendre leur existence, puis qu'il va y avoir là, la confrontation, ben, pour tous ces enfants-là, ça va être le monde extérieur qui va être les monstres qui leur veulent du mal. C'est eux l'ennemi. Exact. Et pour moi, je me suis dit, voilà, moi, je vais écrire cette histoire-là du point de vue des enfants de cette famille de cannibales-là. Et c'est le reste du monde qui sont les monstres. Et à la fin, les gens vont pleurer pour ceux qui étaient des cannibales qui bouffaient du monde. Mais quel twist intéressant, parce que jusqu'à ce que tu nous en parles, effectivement, ça m'est peut-être pas venu à l'esprit que de tourner l'histoire de l'intérieur de la communauté, ça donne un point de vue qui est très différent de tout ce qu'on a vu dans ce que vous avez énuméré comme film tout à l'heure ou comme livre. Tous les films qui ont été faits, toutes les adaptations modernes, personne n'a touché l'angle que moi je touche avec ça, et personne n'a touché même les liens avec les vrais faits historiques. So, pour moi, c'est certain que ça va être quelque chose de nouveau que personne n'a jamais lu et vu. Et pour moi, c'était ça qui était intéressant, c'était le côté de humaniser des gens qui, dans tous les autres films, étaient vus comme juste des monstres méchants et les vilains. Et ça ne sera pas le cas dans mon histoire. OK. Avant de parler peut-être de ton Kickstarter puis comment ça a fonctionné, j'ai une question. Là, on sait que le premier volume, tu vas le faire en Kickstarter pour la distribution et tout. Mais les volumes subséquents qui vont sortir par la suite, est-ce que ça va être distribué en librairie ou il va y avoir encore aussi du socio-financement au fur et à mesure qui vont sortir? Oui, bonne question. Moi, en fait, c'est sûr que je me lance dans tout ça un peu. C'est quand même assez nouveau pour moi. Mon plan, c'est je passe ce premier Kickstarter-là, je prends les commandes, tous les gens qui vont vouloir le commander. Après ça, c'est sûr qu'idéalement, quelques mois plus tard, j'en ferai un autre Kickstarter pour le volume 2 et ainsi de suite. Dans un monde parfait, j'en sortirais un à chaque saison, genre 4 par année pour arriver en 3 ans que les 12 volumes sortiraient. C'est raisonnable. En ce qui concerne les magasins et tout, ben ça, c'est quelque chose ça, c'est comme un peu hors de mes mains, parce que si vous connaissez un peu comment que ça fonctionne aux États-Unis, c'est que les magasins de BD, tout passe par comme des distributeurs style Diamond, c'est eux qui décident ce qu'ils proposent au magasin de comics, puis après, le magasin de comics décide s'il l'achète ou pas. Mais si Diamond ne veulent pas dealer avec moi, ben le livre ne se retrouvera pas nulle part. C'est juste à travers moi qui sera possible de le commander. Puis dans le réseau de librairies ou de libraires qu'on a au Québec, ça aussi, ça devient... C'est un peu le même principe. C'est toutes ces places-là, c'est que c'est toutes des gens que, oui, il y aura peut-être quelqu'un qui va me contacter, mais c'est toujours à quel prix. C'est comme quel pourcentage qu'ils veulent prendre. Et c'est parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'en fait, pour un auteur comme moi, surtout quelqu'un qui a tout investi, la meilleure façon pour moi de récupérer un peu de sous puis pouvoir continuer le projet de la meilleure façon, c'est si les gens achètent directement de moi. Ça, il n'y a pas meilleur que ça, parce que, bien sûr, chaque autre intervenant, ça veut dire des profits qui sont partagés. Splittés, ben c'est ça. Puis c'est correct, parce que chacun, un magasin a besoin de faire un profit sur ce qu'il vend. C'est tout à fait compréhensible, mais c'est ça. Combien de volumes vous devriez vendre du premier là, pour que ce soit viable, pour que qu'on puisse continuer? Oui, ben, c'est sûr que je vais continuer pareil, mais c'est certain que je suis loin de pouvoir même revenir à la base. C'est certain qu'en fait, je pense qu'il faudrait que je vende assez de copies pour... je serais considéré comme un succès, un énorme succès au Québec, je crois. Parce que
si je vendais genre 2500 copies, j'arriverais à peine à couvrir mes frais. Là. On ne parle même pas, moi, de faire un profit, là, de juste couvrir les frais d'impression, les frais des artistes, des coloristes, des encreurs et tout. Tu sais. Ça, c'est certain que j'ai un long chemin à faire avant de me sortir d'un gouffre financier. Mais ça, c'est un côté qui est moins le fun. On va se concentrer plus sur le côté de fun qui est... Ça va être un projet cool à lire, ça, je vous le garantis. Ne sous-estimez pas le pouvoir des injustes. 2500 copies pour nous, c'est rien. J'en ai qui va toutes les acheter. Ça me surprendrait même pas. Mais parlant du Kickstarter, là, parlant de Kickstarter aussi, tu parlais du volume, sauf que ça veut dire qu'il va y avoir des petits bonus aussi, il va y avoir des choses qui vont intéresser les collectionneurs là-dedans. Oui. Là. Oui, tout à fait. En fait, c'est que sur le Kickstarter, pour quelqu'un qui veut juste lire le premier volume et suivre l'histoire, il va avoir un volume de 110 pages disponible à 30 piastres canadiens plus le shipping. Mais pour les collectionneurs, il va avoir des versions en comic book, en broché floppy, avec plusieurs variant covers d'un grand artiste québécois, Donald Caron, qui a fait beaucoup d'affiches pour le Festival Fantasia et beaucoup de travail pour plein de jeux vidéo, etc. Il est fabuleux. Puis il a fait plusieurs variant covers. Puis il va même avoir des sketch covers uniques qui seront disponibles. Et tout ça, c'est plus pour les collectionneurs de BD qui veulent avoir, en fait, ce qu'on pourrait appeler en anglais pour le marché des collectionneurs, le first appearance de certains des personnages. Parce que pour des gens qui aiment collectionner, puis même qui pensent au comic book des fois en tant qu'investissement, ben, si jamais un jour ça devenait une série comme j'en rêve jusqu'à un certain point, ben, c'est certain que le comic qui a la première apparition de ces personnages-là, les gens qui ont acheté le premier numéro de Walking Dead à 1,99$ quand c'est sorti, puis que là, il se vend 3000 US, tu peux te dire, ouais, moi, je l'avais acheté parce que je trouvais ça le fun, puis c'était cool à lire, puis finalement, si tu le revends à 3000$... D'où l'importance d'en acheter 2 copies. Ben, exact. Tu aides l'artiste, tu prends pas un très gros risque et tu peux te mettre de l'argent dans les poches. Ben, tu sais, le pire, c'est que, justement, tu sais, c'est que oui, c'est pas tous les choses qui vont devenir des Walking Dead, mais l'idée, c'est qu'on peut pas dire que c'est impossible. Mais c'est étrange, le parallèle que tu fais que tu aies choisi Walking Dead. J'étais justement en train de penser à ça. Quand Kirkman va envoyer son projet de Walking Dead, il a fallu qu'il mente sur le projet qu'il a fait pour intéresser Image, puis personne ne croyait à ça, puis regarde, quand ça s'est terminé l'an passé, ou il y a 2 ans, je me souviens plus, mais l'année passée, oui. Qui aurait pu croire à ça? Tout à fait. Puis, en fait, tu sais, Game of Thrones est un bon exemple de quelque chose que il y a beaucoup de gens que tu leur aurais parlé de Game of Thrones avant que ça l'existe, puis tu leur as dit « Hey, t'aimerais-tu ça, toi, écouter une série ça parle de quoi? Ah, ben, tu sais, c'est un peu médiéval, mais c'est pas vraiment notre monde à nous, mais il y a des dragons, il y a des zombies de glace, puis tu dis, moi, c'est ce genre d'affaire-là, j'aime pas ça. On va faire un Superman 8, s'il vous plaît, à la place. Ben, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas nécessairement des fans de ce qu'on pourrait appeler du fantasy, du fantastique, ou même, et ceux qui, tout d'un coup, sont ils ont gobé Game of Thrones comme c'est pas possible. T'sais. Et c'est pour dire à quel point que des fois, on ne sait jamais ce qui peut toucher un plus grande audience qu'on pense. Et que, a priori, quelqu'un pourrait dire, ben là, non, ton projet qu'une famille de cannibales au 16e siècle en Écosse, ça ne va sûrement pas intéresser grand monde. Tout à fait, c'est très possible. Puis, dans un autre sens, ça va peut-être être quelque chose qui va intéresser pas mal plus de gens qu'on pense. Mais, on ne sait jamais. Refoulés qui ont hâte. D'ailleurs, puis là, on en parle. Si je ne me trompe pas, c'est que le Kickstarter part le 7 avril, mais sur ton site, je pense que c'est Clan of the Devil. On est capable de feuilleter le premier volume, les 22 premières pages à peu près. Juste quelques pages. Okay. C'est juste pour donner un petit avant-goût et en même temps pour que
je puisse contacter les gens qui ont donné leur email pour leur dire quand le livre est disponible et tout ça. Tu sais, c'est facile, c'est Clan of the Devil. Clanofthedevil.com. Puis on les garde dans une couple de pages puis être capable de suivre le lancement du Kickstarter à partir de là. Hey, Maurice, merci beaucoup d'être passé ce soir avec nous, de nous parler de ton projet. Puis n'hésite pas à reprendre contact avec nous. J'espère que tu ne nous oublieras pas quand tu seras dans un grand studio à Montréal avec Marcel Leboeuf dans le rôle d'un de tes personnages et tous les autres acteurs. Tu ne nous oublieras pas, que tu ne nous lèveras pas le nez. Ça va nous faire plaisir. Jamais. Ça serait trop injuste. Et voilà! Ça va nous faire plaisir de te reparler. Puis on va mettre tous les détails sur notre Facebook, sur notre podcast aussi. On va suivre le sociofinancement aussi. C'est sûr. Puis inquiète-toi pas, on aime prendre des nouvelles de nos chouchous. Parle à Jake. On prend des nouvelles régulièrement de lui. On prend des nouvelles régulièrement de Yannick. On aime ça, être au courant de ce que vous faites. Fait qu'hésite jamais. Merci beaucoup pour tout. Puis effectivement, on se tiendra au courant. Oui, effectivement. Bonne chance dans ton projet. Là. J'ai bien hâte de suivre ça au mois d'avril. Hey, merci beaucoup. On va être au moins 2 à suivre. Au moins 3. Hey, merci beaucoup, Maurice. Salut, Maurice. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bye-bye. Messieurs, nous, on va continuer de notre côté. Hey, sérieusement, là, j'avais Walking Dead dans la tête tout le long de l'entrevue, puis je me trouvais niaiseux de penser à ça. Non, mais c'est un maudit beau projet. Puis sérieusement, allez voir sur le site clanofthedevil.com. Les artistes qui vont descendre, il a parlé d'artistes qui venaient d'Indonésie, qui venaient de l'Argentine et autres. Il ne faut pas oublier que dans les dernières années, là, chez DC, autant que chez Marvel, que partout, ça, il y a beaucoup d'artistes qui viennent de ces pays-là. Normalement, c'est rendu une norme. Puis même si on visite sur la page de son Kickstarter, vous allez voir que ces artistes-là ont dessiné pour DC, ont dessiné pour Marvel. Puis il y en a même plusieurs qui ont travaillé chez Zenescope, parce que Zenescope, c'est une maison aussi qui a peut-être un peu moins de budget, mais ils travaillent beaucoup avec ces artistes-là. Ça fait que c'est tout du monde que vous pouvez retrouver dans les grandes chaînes qu'on connaît. Ben, c'est ça. Comme ils ont travaillé à temps perdu. Mais sérieusement, le gars, ça paraît que c'est un réalisateur parce que il a fait dessiner 8 personnes différentes à peu près sur différents numéros d'un populaire. C'est que son storyboard était plus que douette. C'est le danger. Une erreur, là. Hein? Si tu veux travailler quelqu'un sur 800 pages plus tard, puis tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché 500 pages avant, là, t'es dans le trou. Ça fait que son storyboard... Il y a une approche de producteur sur son projet, puis c'est vraiment intéressant, c'est trippant. Là. Moi, Puis, c'est drôle le parallèle avec Game of Thrones, parce que, tu sais, la série a eu une certaine popularité, ça s'est effondré à la fin, mais tu sais, les romans en tant que tels, le problème qu'on a avec cette maudite série-là, c'est que ça a été décollé à la fin des années 90, puis il n'a pas encore fini, puis l'auteur va probablement mourir avant qu'on ait la fin. Là, moi, quand j'entends ça, 12 volumes, une centaine de pages chaque pour une histoire super épique, wow! Mais ce qui me fait peur, c'est me dire, tu sais, ça va être cancellé après 4, on ne se rendra pas au bout. Là, de savoir que c'est déjà tout pensé, c'est même dessiné. Tu sais, oui, il reste des détails, puis il y a certains volumes probablement qui ne sont pas prêts, mais au moins, ça me sécurise en me disant, on va être capable de lire cette histoire-là. En fait, c'est habituellement, quand on va sur Kickstarter ou comme on l'a fait avec Ulule, tu prends quand même un certain risque. Tu décides d'investir ne sachant pas si tu vas avoir le produit, ne sachant pas si ça va se terminer. Puis, tu sais, Alice a été un bon test pour les nerfs. Il y a eu un moment là, quand la COVID a frappé puis que là, tout s'est mis à changer puis on s'est dit comme... Je sais qu'il nous en avait parlé avant qu'on enregistre, puis on a parlé sur elle. Je vais vous rajouter un détail qu'il nous avait précisé, parce que lui, comme il a dit, là, son premier volume, il est fait au grand complet, il est colorié. Il rentre à l'impression avant même que le Kickstarter sorte. Ça fait que quand le Kickstarter commence, il commence le 7 avril, c'est 30 jours, ça finit le 7 mai. Quand le Kickstarter close, il commence à shipper. Vous avez déjà votre volume, vous n'avez même pas besoin d'attendre. Vous n'avez pas besoin d'attendre 1 an comme beaucoup de Kickstarter qui attendent que ça, puis qu'ils commencent le projet. Une fois qu'ils sont financés, le projet est déjà. Il va être imprimé 7 semaines. Ça fait que si vous prenez le Kickstarter, vous attendez 30 jours, puis vous attendez votre suivi de Post Canada, puis le volume arrive d'un semaine. Ah non, ça, c'est un gros avantage par rapport à tous les autres Kickstarter qu'on peut faire. C'est-à-dire que le risque est quand même minime, en tout cas pour le premier volume. Puis comme ma figurine de Spawn qui est payée d'un conteneur dans le baie des États-Unis là, depuis 1 mois, là, puis je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir du bateau. Tu sais, à la limite, on serait en 3 volumes. On aurait eu 3 volumes d'un projet qui est quand même intéressant. Puis moi, je me promets de prendre quand même un numéro 1 floppy juste pour le plaisir d'en avoir un. Il y a des versions signées, il y a tout. Tu peux avoir des floppies signés, tu peux avoir son
son soft cover de 110 pages signé aussi. Puis en plus, comme il parlait, son prix canadien, donc à 30-50$ pour des objets qui peuvent devenir peut-être de collection. Là, Non, je pense que vaut bien la ça peine. vaut la peine. Donc, Clan of the Devils, on va vous mettre les liens dans le Facebook. Vous pourrez suivre ça. Puis peut-être, j'aimerais ça qu'il y ait une couple d'injustes qui participent. Il faudrait que j'aille vérifier parce que monsieur qui a réalisé End of the Line, là, puis tout, là, on a dit que c'est un beau projet québécois, mais je pense qu'il est né de l'autre côté de la frontière du Québec. Moi, s'il est ici, il est québécois. C'est pas une question. On va dire un projet francophone. Ouais, c'est ça. Moi, rendu là. Sa BD est en anglais, OK? C'est pas grave. Céline Dion est Bon, québécoise aussi. On a peut-être pas fait nos recherches, là, mais je suis plus trop sûr de ce que tu es venu au monde. Et on apprécie ton projet pour. Il est-tu sur le territoire? Oui, il est sûr. Il est québécois. Ouais. That's it, that's all. Aussi simple que ça. Venez m'obstiner, voir. Il passe à notre émission. Il passe à notre émission. Il est québécois. C'est automatique. Mais bref, c'est un beau projet. Puis j'espère qu'on va être plusieurs injustes à pouvoir participer à ça puis voir le volume. Hey, avant de se laisser, j'aimerais savoir votre poison cette semaine. Je commence avec lui qui est le moins préparé, Jean-Nic. Hey, ben, au contraire, je me suis bien préparé cette semaine. OK, fait qu'on va aller avec Alan d'abord. Moi, je suis pas préparé par tout. Bon, on va te laisser le temps que Jean-Nic d'abord. Bon, parfait. Je vais retourner à mes vieux classiques de vous parler de 2 poisons cette semaine. Mon premier, Martin, tu vas pouvoir continuer un petit peu si tu veux, mais je viens de terminer comme le premier quart, si on veut, de le classique de la BD contemporaine, Sandman. J'entends ton soupir jusqu'ici. Non, c'est parce que là, tu vas me faire passer pour le méchant encore, puis ça me tente pas. Puis j'adore ça. Ça me donne un bon rôle dans ce temps-là. Non, mais je suis vraiment surpris parce que j'avais déjà commencé à le lire quand j'étais plus jeune. Puis là, ben, je retombe dedans. Je me suis acheté le premier omnibus. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à redécouvrir cette série-là. Puis je comprends pourquoi ça a une espèce de statut culte. C'est souvent considéré comme la BD de toutes les BD américaines. Ça a quelques éléments qui sont très 90s, là, mais au final, l'histoire qui est racontée là-dedans, c'est vraiment génial. Là, l'espèce de dieu du sommeil qui a été coincé par un humain, qui est empêché de vivre, dans le fond, pendant plusieurs décennies, puis qui finalement il est libéré par une autre génération, puis décide de retrouver ses artefacts pour reprendre ses pouvoirs. C'est vraiment génial. C'est du Neil Gaiman. Fait que, tu sais, tu sens déjà qu'il va aller s'inspirer de plein de mythes, de plein de contes, de légendes, qui prend tout ce qu'il peut dans l'univers. Là, il est dans du DC. Il va chercher à gauche et à droite des éléments pour venir complémenter son histoire. J'ai vraiment hâte de voir où ça va aller, tout ça. Mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Puis c'est important de lire un truc comme ça. Tu sais, c'est une BD. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'elle va être intemporelle parce que, tu sais, la BD des années 90, ça vieillit pas tout le temps bien, mais là, tous les éléments qui sont un petit peu plus rough sur le coin, je trouve que ça passe tempête. J'ai beaucoup de plaisir à découvrir ça. Je vous le conseille. Puis je vais aller complètement à gauche pour mon deuxième poison, un film que j'ai écouté hier qui s'appelle Synchronic. Si je ne m'abuse, je vous ai déjà parlé de la gang qui ont fait ce film-là, il y a plusieurs épisodes. En fait, c'est Jason Murad, Justin Benson et Aaron Murad. C'est leur 4e film, 5e si on considère un segment qu'ils ont fait dans VHS. Ils font du cinéma d'horreur un peu intello, bizarre, avec beaucoup de référents entre les films. Leur dernière production, c'est leur plus hollywoodienne, c'est avec Anthony Mackie qui joue qu'on va retrouver dans quelques semaines dans avec Falcon. Et Jamie Dornan qui jouait le gars dans 50 Shades of Grey. Oh mon Dieu, il est tombé bas, lui. Excuse-moi, je veux pas diminuer ton truc, mais c'est juste que il est quand même parti du gars le plus populaire à Hollywood à ça. Ouais, ben, il a eu son moment, j'imagine. En tout cas, moi, je me trouvais que c'est un acteur fantastique. Ce n'est pas le point fort de ce film-là, mais c'est vraiment cool. C'est 2 ambulanciers, dans le fond, qui tombent sur plein de cas de gens qui sont décédés d'une overdose de manière bizarre. Des gens qui ont été brûlés au complet ou qui ont des blessures d'animaux qui c'est impossible qu'ils soient fait mordre dans cet endroit-là. Puis c'est une drogue qui a un effet vraiment atypique. C'est traité de manière super sérieuse. Il y a ça se passe en... comment ça s'appelle? Pas en Louisiane. Oui, exactement, en Louisiane, après Katrina. Donc, il y a beaucoup de liens avec, dans le fond, l'ouragan qu'il y a eu et les dégâts que ça a causé. C'est vraiment un film génial. C'est leur pire, selon moi, mais c'est vraiment important d'écouter parce que j'ai comme l'impression que le fait qu'il est tourné avec Mackie, c'est ce qui leur a donné la porte d'entrée. Parce que si vous ne le savez pas, ces 2 réalisateurs-là, c'est eux qui vont réaliser Moon Knight, qui est slaté comme un des prochains films de Marvel présentement, qui est un héros qui a un statut culte chez Marvel, qui a beaucoup de
fan de Moon Knight. Donc, j'avais hâte de voir qui allait choisir pour réaliser ce film-là. Puis, je suis extrêmement content que ce soit ces deux dudes-là qui travaillent sur le projet. Donc, si vous voulez voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent apporter puis leur univers, je vous le conseille, Synchronique. Je vais y aller avec moi pour laisser encore un peu de temps à Alan. Moi, c'est bien simple. Prêt, moi. Mais je vais faire ça court, tu vas voir, Alan. Okay. Moi, c'est bien simple. C'est que je poursuis ma lecture du titre principal chez DC de Batman. C'est un titre que je n'ai jamais ou à peine jamais lâché. Je pense que depuis Hush, je les ai presque tous lus. C'est le titre principal, c'est le gros titre, le flagship chez DC. On sortait de la run de Scott Snyder avec New 52, avec celle de Tom King, qui aura duré quand même un bon moment. Puis là, depuis quelques numéros, en fait, depuis 1 an ou 2, on est avec James Tynion 4, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et je dois vous dire que quand ça a été annoncé qu'il succédait à Tom King, on a tous eu la même réaction. On s'est dit, hey boy, quelqu'un de transition avant la prochaine grosse annonce, parce que là, ils sont fourrés et ils ne savent pas qui mettre sur le titre. Puis on doutait tous un peu de où est-ce qu'il s'en allait. Their Dark Design, c'était le premier volume de sa run. Là, on a Joker War. Et honnêtement, après 2 volumes, il a une vraiment meilleure run que celle de Tom King, qui a été un peu charcutée et un peu, comment je pourrais dire, hijackée par Dan Didio et ses grands plans innocents, là. Mais celle de Tynion est vraiment écœurante. Joker War, c'est le Death of the Family de sa run. Ça me fait penser à toutes les histoires de Joker. Tu sais, Joker, c'est pas un personnage qui est facile à écrire. C'est pas toujours évident. Soit c'est un genre de comic relief un peu poche, ou c'est un grand mastermind avec un plan beaucoup trop complexe. Là, on est un peu entre les deux. J'ai vraiment bien apprécié. J'ai trouvé que, pour une fois, on torturait pas trop Batman. Là, tu sais, des fois, Batman, ça a souvent un peu la même histoire. Tu sais, Batman est au-dessus de la ville, tout va bien, il gère ses affaires, le méchant arrive, il l'amène d'un bas fond, là, c'est une guerre psychologique avec lui-même, ses traumatismes d'enfance, puis là, ses traumatismes des derniers événements qu'il a vécu. Là, dans le cas ici qui nous occupe, c'est à la mort d'Alfred. Là, après ça, il perd, il est comme un peu drogué. Là, tu peux ajouter un peu de poison de Scarecrow là-dedans d'habitude. Là, il fait un voyage dans son monde, puis là, il redevient fort parce qu'il se rend compte qu'il y a une famille autour de lui, puis qu'il n'est jamais vraiment seul. Là, entre en scène Nightwing, Batgirl, puis tous les autres personnages qui ont été créés avec le temps, puis là, ça finit que je me ferai plus jamais faire ce coup-là, puis là, maintenant, Gotham est entre mes mains. Tu sais, je veux dire, vous pouvez appliquer ce schéma-là aux 10 dernières runs de Batman. Des fois, c'est réussi, des fois, c'est moins bien réussi. Dans le cas de Joker War, je trouve que ça a été bien réussi. C'est encore le même pattern, mais c'est bien réussi. Et le seul point faible, c'est qu'il a tendance à créer beaucoup de nouveaux personnages qui, à première vue, semblent intéressants, mais qui semblent beaucoup être basés sur la mode on achète le numéro d'une première apparence, là. Ne manquez pas les débuts de Jersey Girl. Puis là, tu fais comme, ouais, OK, là, tu regardes le design. Puis là, tu te rends compte que c'est une copie ou qu'ils l'ont pas travaillé ou que c'est quelque chose qui... C'est pas tant intéressant. Et là, oui, je parle de punchline. Je suis en train de parler de punchline. Punchline, je la comprends pas encore. Là. C'est juste mauvais. Puis là, je sais qu'il y en a une autre qui est en train de créer pour les prochains numéros là, qu'on voyait dans le preview ce mois-ci. Là. Il y a un autre. Ne manquez pas les débuts de... Bon, tu sais, ça, je trouve qu'il a tendance à utiliser un peu trop souvent ça. Mais pour le reste, non, jusqu'à maintenant, là, 2 volumes, 2 belles runs. Point faible, pas de soft cover avant un maudit bout. Chez DC, on est vraiment retourné dans le flagship avec les hardcovers. On n'avait pas vu ça depuis Schneider parce que la run de Tom King jusqu'au dernier volume, il n'y avait pas de hardcover. C'était souvent en soft cover. Ce qui fait en sorte que, 1, ça occasionne des retards, puis 2, c'est cher pour des volumes qui... généralement, vous ne relirez pas ou ne prendront pas tant de valeur. Tu sais, les arcs qui sont vraiment, vraiment... Tu sais, les Court of Owls, là, ça ne court pas les rues. Là. Les Hush non plus. Là. Fait que souvent, tu sais, de les avoir en hardcover, c'est plus ou moins intéressant. Bref, ça, c'est le gros point faible. Et Alan, on va terminer avec toi? J'avais 2 petites idées parce que j'aurais pu y aller avec du Neil Gaiman aussi parce que j'avais lu la BD de Neverwhere la semaine passée, mais j'ai souvent parlé du roman dans d'autres podcasts, dans d'autres épisodes avant, puis c'est que je vais passer dessus. Je vais y aller avec la TV. Dernièrement, j'ai fini 2 grosses séries de science-fiction, là, des 2 grosses saisons. J'ai fini la 5e saison de The Expanse qui est sur Amazon Prime. Ça a vraiment l'air bon, ça. Ça fait plusieurs fois que tu m'en parles. Honnêtement, la 5e saison adapte très bien ce 5e roman avec tout ce qui se passe avec M. Inaros qui a tiré des astéroïdes sur la planète Terre avec de la stealth technologie. C'était une saison qui était très forte. Sérieusement, elle avait un pacing qui était lent puis qui laissait développer l'histoire puis qui développait les personnages. Sérieusement, les épisodes avec une des personnages là-dedans, Naomi, là, qui est dans une situation où elle va crever, là, c'est vraiment des moments qui sont épiques. Et encore une fois, c'est une série où la science-fiction est tellement réelle
Parce que, c'est notre futur, puis il n'y a rien qui tire par les cheveux. Oui, il y a une protomolécule avec extraterrestres et autres, sauf que les batailles dans l'espace, tout est réel. Ça se passe avec des railguns. Puis quand quelqu'un tire un missile, là, une mitraille, c'est parce qu'il est à 250 000 km de toi. Il n'y a rien qui est en close combat. C'est toujours à 300 000 km à la ronde. Puis les objets te lancent tellement vite que ça arrive en quelques secondes. C'est une série qui est incroyable. J'ai beaucoup aimé l'approche qu'ils ont faite avec la fin de la 5e saison parce que la 6e va être la dernière, mais il y a 9 romans au total. Ça fait qu'ils vont incorporer les éléments des 3 derniers romans dans la prochaine saison en éliminant le saut de 25 ans qu'il y avait dans les romans. J'ai bien hâte de ce que ça va aller. Il y a une affaire qui me troublait un peu dans la 5e saison. Il y a comme un personnage qui a disparu subitement avec un ajout d'une phrase qui était comme ajoutée en post-synchro, que tu t'en rendais compte. Ben, ça a l'air que cet acteur-là pognassait quelques petites filles. C'est que. Oh! Ouais, il est mort random d'un épisode. Ouais, je pense qu'ils ont bien fait dans les circonstances. Là. Ouais, sauf que ça, la saison était presque finie. Puis, je vous dis, le gars, il meurt tellement random sec que je comprenais pas parce que le roman pas. Il a fallu que j'aille chercher sur Google. Puis j'ai fait oh. Il est parti comme Poochie. Ouais, ça ressemblait à. Back to my planet. C'était presque aussi lettre que ça. Sauf que tu lisais les allégations, puis tu as comme fait oh, je vais être ouch. OK, ouais, puis ils n'ont pas niaisé. Ils s'en ont débarrassé vite. Et l'autre série que j'ai terminée, la 3e saison d'une série fort et culte que Martin Thomas suit avec intérêt depuis les 2 dernières années. Le plus grand fan de. Le plus grand fan de Star Trek, des Injustes. Celui-là qui me fait écouter Star Trek Discovery Day One. Ouais, mais gars, c'est une bonne chose que j'ai fait ça, non? Ouais, ça fait 2 ans que je peux rire de toi avec ça. Bon, en plus, c'est gratuit. En plus, c'est une bonne série, puis tu peux rire de moi. C'est le parfait combo. Honnêtement, la 3e saison est un step-up par rapport à la 2e. C'est du nouveau, hein? C'est ça qui est le fun. Dans le futur a causé quelque chose qu'on ne s'entendait pas, c'est qu'on s'est ramassé avec une fédération qui était détruite et Discovery qui devait reconstruire une fédération qui avait perdu espoir. Donc, on a vraiment quelque chose qui travaille sur l'espoir du début jusqu'à la fin et on travaille sur tous les aspects des personnages. Durant la saison, on pogne 3 capitaines différents. Là. Ça fait qu'on a 3 visions différentes de comment on peut contrôler un vaisseau en temps de guerre. Mais même, encore une fois, il y a des nouveaux personnages qui sont introduits dans cette série-là, dans cette saison-là, qui sont vraiment, vraiment incroyables. Et la finale était... Oui, c'était plein d'action pour du Star Trek, mais je pense que c'était tellement bon. Là. Puis il y a tellement une belle finale à cette saison-là. Puis ça fait juste ouvrir plein de portes pour la suite. J'ai vraiment hâte d'avoir quoi ça ressemblait par la suite. Mais honnêtement, ça donne hâte aussi à Strange New World. On a hâte aussi. Ça se fait un bout que ça a été annoncé. Je sais il y a du monde qui sont très trekkies, des anciennes séries TV que Discovery, ça leur fait pas. Puis je comprends le point de vue parce que c'est une approche qui est totalement différente. Mais il faut être capable de passer à travers à ça. Puis je pense que pour toutes les personnes qui n'aimaient pas justement le vieux Star Trek, on a quelque chose qui est plus mainstream pour être. Moi, je trouve ça bien la direction. En tout cas, de ce que j'avais vu, je trouvais ça bien la direction. Moi aussi, j'aime beaucoup ça. Puis moi, je suis un sucker pour ça. J'aime une série TV où tu as 10 ou 12 épisodes, puis c'est comme si tu écoutes un film de 13 heures. Tu sais, que chaque épisode se suit. Moi, j'aime quelque chose qui est concis puis qui m'emmène jusqu'à la fin. Je me suis écœuré avec les saisons de 24 épisodes, des feelers, puis que chaque épisode est indépendant. Je me suis vraiment écœuré ça. Moi, j'aime qu'on me raconte une histoire. Oui, puis on est là-dedans, puis c'est vraiment intéressant. C'est bien fait. Hey, messieurs, on se dit dans 2-3 semaines? Oui, effectivement, ça se peut qu'on ait un petit délai parce que je vais t'occuper un petit peu par le travail dans d'autres de la province, possiblement. Là. Écoute, on va t'attendre et on va savourer ce qui va se faire dans cette semaine. Ça arrive en pleine fin de semaine du Snyder Cut en plus. C'est pas grave. On va laisser le monde dire tout ce qu'ils ont à dire, puis nous autres, on viendra avec quelque chose de plus. On n'aura pas besoin de faire la même chose que les autres. On va prendre pour acquis que vous l'avez tous vu, puis on va aller plus loin. Deep into the Snyder Cut. Impossible, c'est Snyder. À la prochaine. À la prochaine.